Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode tant attendu, le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA Made in Dunk Hebdo, une émission que l'on tease depuis des mois, voire des années, que l'on prépare depuis autant de temps. C'est Ben, et pour m'accompagner dans cet épisode, dans cette première partie, l'intégralité de la team podcast de chez Dunk Hebdo. Je vais donc les introduire dans l'ordre. On a d'abord Adrien. Comment ça va, Adrien? Eh ben ça va, effectivement, comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on tease, donc on est prêt là. On est prêt. Prêt aussi, Alan? Toujours. C'est notre épisode phare, donc on est toujours prêt. C'est ça, c'est notre vitrine. Ilias a un petit peu diminué. Tu nous as dit t'as un petit peu mal à la tête, mais tout quand même là, quand même présent. C'est ça. Mais on va tenir notre rang et on va essayer de fournir les arguments nécessaires. Madiane, t'as aussi les arguments nécessaires en magasin? Ouais, j'ai aiguisé mes lames pour cet épisode. Ok, et lames aiguisées aussi du côté de Tom. Vous voyez l'introduction ping-pong. Est-ce que les lames sont aiguisées de ton côté, Tom? Ouais, très bien. Ok, eh bien alors on va démarrer, mais avant de commencer, petite présentation du dispositif de cette année. Aujourd'hui, on va donc revenir sur le classement des joueurs de 20 à 12. Pourquoi de 20 à 12? Parce que, à l'image de votre classement, chers auditeurs, il y a un groupe de 11 joueurs qui se détachent, donc on voulait pas raccrocher artificiellement le 11e joueur à ce classement. Le classement dont je parle, de 20 à 12, c'est le classement global de Dunk Hebdo, c'est-à-dire celui des 6 intervenants que vous allez entendre aujourd'hui réunis. La semaine prochaine, vous allez entendre le classement qui va donc de 11 à 1. Et dans 2 semaines, petite surprise, un autre épisode dans lequel on va notamment revenir sur votre classement à vous, les auditeurs, celui que vous avez rempli via le sondage, avec peut-être des invités où vous en dit pas plus. Donc, c'est le DH20, c'est l'épisode de l'année. N'hésitez pas à balancer les pouces bleus si vous nous écoutez sur YouTube, les 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast, et puis vous abonner sur votre appli de podcast préféré. On marque la pause, et puis c'est parti pour le DH20, première partie. Le DH20, c'est un classement, messieurs, mais c'est surtout une méthode propre à chacun. Et comme chaque année, plutôt que de mettre en feu Twitter sur un classement, on décide à chaque fois de passer la première partie de la première partie sur la méthode de classification de chacun. Alors, comme d'habitude, les gars, je vais vous demander, dans un premier temps, de présenter, qu'est-ce qui compte pour vous, comment vous classez, et on va garder le même ordre. Donc, Adrien, je te laisse commencer. Déjà, la première chose que j'ai envie de préciser, c'est on s'était mis d'accord, nous, entre nous, de cette année, mettre un peu plus de poids sur l'aspect santé. Alors au-delà des cas Covid, etc., mais sur les blessures, surtout les joueurs qui ont tendance à un peu plus se blesser. Donc forcément, on va avoir des joueurs qui sont descendus dans mon classement à moi, mais dans le classement général, notamment puisqu'on n'arrive pas à les voir régulièrement sur un terrain en pleine santé. Donc c'est la première chose. Et ensuite, personnellement, j'ai réutilisé à peu près la même méthode que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est par groupe de joueurs, par tiers, vous l'appelez comme vous voulez, parce que c'est très compliqué, on reste quand même sur des classements individuels dans un sport collectif, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Et avec la prime tout en haut du classement aux joueurs qui sont la première option de ton équipe et que tu sais que tu peux construire autour de plus en plus facilement, puis arriver à un certain stade, quand on commence à passer un cran en dessous, voilà, moi j'ai mis en avant différentes choses qui sont plus subjectives, on y reviendra sur les cas particuliers, mais sur si je veux avoir une deuxième option offensive, les gens qui sont des porteurs de balles, est-ce qu'on a besoin aussi de défense? C'est un sujet dont on va débattre, je pense, ensemble. Et puis voilà. Puis après, les fins de classement, comme souvent, il y a un petit peu d'affect qui rentre dedans, mais on aura le temps d'y revenir. Moi, comme j'avais expliqué dans l'épisode de l'année dernière, j'ai repris vraiment la même méthode. Donc il y a un dispositif on se le fait tous, par groupe de joueurs, comme l'a dit Adrien, par tiers. Le premier tiers, c'est le joueur qui, par sa présence dans une équipe, peut t'amener en finale NBA et aller dans la lutte pour le titre année après année. Et puis plus on descend, plus il y a de joueurs dans les tiers parce que les niveaux se resserrent pour moi entre les joueurs entre eux. Sur l'aspect santé, moi c'est vrai que j'en ai peut-être un peu moins tenu compte que certains ici. C'est vrai que moi l'année dernière par exemple, j'avais KD, Curry dans mon top 5. Cette année, si on avait fait avec les blessures sur le classement l'année dernière, peut-être qu'ils auraient pas été dans le top 5. Moi, je les aurais quand même laissés dans mon top 5. J'ai vraiment une prime sur le talent, sur les qualités intrinsèques du joueur. Alors, ça peut faire des paris et ça peut faire des gros loupés si jamais un joueur, année après année, commence à se blesser. Moi, il y a un nombre de joueurs que j'ai dû, malheureusement descendre parce que, on les voit pas assez haut niveau depuis trop de temps.
mais voilà, une petite une volonté de dégager moi vraiment la prime au talent. C'est un truc que j'essaye de mettre en avant, le talent du joueur, un peu plus que les feats ou les récompenses ou quelque chose comme ça. Très bien, on va pas respecter forcément vu que je présente, on va continuer, je terminerai la présentation de ma méthode, donc on va continuer avec Ilias. Alors moi j'ai pris plusieurs facteurs, dont celui on va dire qui a été quasi primordial pour Alan, donc évidemment le talent. Il me faut également en fonction de mon classement de la continuité dans les performances. L'impact aussi sur les victoires et les résultats de l'équipe. Après évidemment celui qu'on a réintégré on va dire à notre classement cette année, donc le facteur match joué et blessure. Et après évidemment ce qui selon moi est un facteur ultra déterminant, c'est l'accomplissement en play-off. Donc évidemment si on a un delta négatif entre les capacités à produire des chiffres en saison régulière et en play-off, forcément moi je le prends en considération. Et j'ai rajouté un petit bonus cette année dans mon classement parce que certaines fois j'avais des joueurs au talent et aux chiffres similaires. Pour pouvoir créer une certaine bascule, j'ai intégré le facteur leadership. Eh ben, je vais poursuivre. Moi, c'était tout d'abord pour séparer un peu les joueurs. J'ai valorisé énormément les playoffs par rapport à la saison régulière. Donc ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup valorisé les playoffs. Pour moi, c'est extrêmement important. On en parlera également plus tard, mais j'ai une valorisation de l'attaque par rapport à la défense. C'est-à-dire qu'un joueur offensif va m'intéresser un peu plus parce que je considère qu'en playoff, et même en général, la meilleure attaque va toujours réussir à marquer sur une bonne défense, et que c'est ce qu'il dit, c'est toujours la meilleure attaque réussit à scorer le panier malgré toute la défense que tu peux mettre parfois. Et ensuite, il y a eu des tiers, et en fait, c'est selon les capacités à aller au titre. Donc, c'est les favoris en tant que franchise player avec une équipe, les potentiels titres si ceux du tiers au-dessus ont des accidents de parcours, ce qui a pu arriver cette année. Et ensuite, les gros leaders ou les lieutenants qui peuvent pas gagner seuls, mais qui pourraient gagner aller en finale sur des circonstances particulières. Il y a ceux qui peuvent emmener leur équipe sur des runs de play-off de temps en temps. Et enfin, un petit dernier tiers de joueurs à respecter, mais qui ne peuvent pas forcément faire de run en tant que leader d'équipe. Et enfin, pour les cas particuliers, ça a été une question qui m'a permis de les départager. C'est est-ce que dans une série de matchs de play-off avec que des role players équivalents autour, c'est le meilleur joueur sur le terrain par rapport à tel autre joueur? Et c'est ce qui me permet des fois, quand j'hésite beaucoup entre deux joueurs, de dire ok, lui il sera au-dessus de celui-là parce que je considère que ce sera le meilleur joueur de la série s'il y a une série entre deux équipes équivalentes, mais qui contient ces deux joueurs. Pour moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, un peu comme vous, classement essentiellement par tiers. Alors, j'ai arrangé mes tiers en me disant, globalement, est-ce que l'un des joueurs qui est en dessous peut vraiment être considéré par exemple, dans une série de playoffs comme meilleur que un des joueurs qui est du tiers au-dessus. C'est comme ça que j'ai pu construire mes tiers. Ensuite, pour faire des différenciations, j'ai joué sur le rôle plus que la position. C'est-à-dire que ce que je vais attendre d'un joueur dans certains rôles, par exemple, on va prendre un initiateur offensif numéro 1, je serais moins dur sur lui pour sa défense, peu importe sa position. Et si c'est par exemple un défenseur, si c'est un défenseur un joueur qui apporte sa plus-value en défense avant, je serais un petit peu moins dur sur lui par rapport à son niveau offensif. Donc voilà, j'ai vraiment fait le rôle un peu plus que la position. Il y a la notion de talent, la notion de performance. Par rapport à l'an dernier, la notion de scalabilité que j'ai un peu nuancé négativement cette année, là où pour moi l'an dernier ça donnait un boost énorme. Là, cette saison, ça donnait un petit boost, mais vraiment léger, tout simplement parce que la scalabilité, ça t'oblige à avoir d'autres joueurs qui font des choses très difficiles que toi, tu n'es pas en capacité de faire. Donc, ça veut dire que c'est quand même une faiblesse, même si ça reste une force pour construire un collectif. Ensuite, la notion de force et faiblesse, le match-up,
à la position. Et concernant le côté blessure, plutôt que donner un malus aux joueurs souvent blessés, j'ai préféré donner un bonus à ceux qui sont présents. Une autre façon de faire. Et ben moi, à l'image un peu d'Alan, j'ai repris ma méthode de l'année dernière, inspirée par Ben Taylor. J'ai donc une note offensive, une note défensive pour chaque joueur, qui se base sur le rôle dans un match de playoff. Les notes, ce sont des lettres qui vont de A+ à C+. C'est en fait, j'ai rajouté des plus et des moins à chaque fois. Par exemple, selon moi, un A+, c'est un joueur qui sera première option offensive au scoring et à la création d'une équipe dans un match de playoff. La différence avec un A, par exemple, c'est qu'un A sera la première option offensive indépendante, j'ai appelé ça comme ça, sans la notion de création autour de lui. Le A- sera dépendant, lui. La différence entre le dépendant et l'indépendant, je considère qu'un A est capable de marquer et de scorer quel que soit le collectif autour de lui, là où un A- a besoin de certains éléments qui vont être favorables. On peut penser pour certains du spacing, etc. Il y a la même chose en défense. Un A+ sera un joueur sur lequel tu seras capable de baser ta défense. Souvent, ça va être le protecteur de cercle. Un A sera un mec capable de switcher à toutes les positions et de le faire de façon élite. Enfin, plusieurs positions à le faire de façon élite, et on descend jusqu'à C+. On y reviendra. Il y a certains joueurs qu'on va citer qui seront plus bas, donc je pourrais l'expliquer. À chaque fois, ça m'a donné du coup des groupes de joueurs, et parfois j'ai dû un petit peu sortir de ma classification parce que certains joueurs, je pense à un Kevin Durant et un A dans ma classification, mais en réalité A+ sur le talent. Donc j'ai dû adapter à chaque fois. Moi, j'ai fait peser les blessures vraiment. J'ai considéré qu'il faut être là à un certain moment. Donc dès qu'un joueur, je l'ai considéré comme blessé, automatiquement, je l'ai baissé d'un tiers de niveau. J'ai fait ça pour 3 joueurs du classement dont on va parler. Et voilà, c'est tout. Donc on a passé les 10 premières minutes à expliquer comment ça marchait. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de débuter des présents, on va discuter des absents. Cette année, il y a une petite particularité dans le DH20, c'est qu'il y a peu de variété dans les choix. Contrairement aux autres années, on se rejoint globalement sur qui sont les 20 joueurs qui doivent être là. On n'est pas d'accord sur la position. Bien souvent, vous verrez, beaucoup de joueurs se retrouvent à nouveau dans le classement, mais à des positions différentes. Et on va commencer par un absent, c'est Karl Anthony Towns. Il n'avait pas réussi l'année dernière à se classer dans les 20 meilleurs joueurs, mais il était cité par 3 membres du groupe. Alan l'avait mis 16e, Ilias 17e et Adrien 18e. Cette année, il n'est présent sur aucun bulletin de vote. Alors Alan, je vais commencer par toi. Pourquoi Karl Anthony Towns, il a disparu de ton classement? Parce que 20, c'est un chiffre qu'on a décidé de choisir, et donc d'ailleurs c'est parce qu'il faut au bout d'un moment classer et mettre une barrière. Alors ça peut être un peu informel et bête, mais on a choisi 20, donc il faut se faire à 20. Mais il est toujours il est dans la même catégorie de joueurs et le même tiers que les joueurs que j'ai dans mon DH20. La réalité, c'est que j'ai pas fait comme toi à faire baisser d'un joueur d'un tiers par rapport au facteur blessure, mais Karl Anthony Towns par rapport à des joueurs que je pense à son niveau, peut-être même avec moins de potentiel et moins de force dans les deux côtés du terrain, je l'ai baissé dans son propre tiers par rapport à d'autres joueurs. Pour le facteur blessure, malheureusement, alors oui, tout ce que je dit l'année dernière, en fait, le passage sur Karl Anthony Towns, on peut le répéter ici, manque de continuité collective, un roster qui change beaucoup. C'est pas, je critique pas toujours la qualité du roster de Minnesota, même si on peut le critiquer, je critique le manque de continuité, en fait, et le fait que c'est difficile pour Karl Anthony Towns, je pense, de jouer souvent avec les mêmes joueurs, et souvent quand tu joues beaucoup avec les mêmes joueurs, et tu gagnes, vous devenez meilleurs ensemble. C'est pas le cas pour Towns et des Wolves depuis quasiment qu'il est arrivé à Minnesota. Il a pas un très bon contexte, manque de continuité, mais je sanctionne le manque de match et son manque d'implication défensive, parce que pour moi, je demande pas ce qu'il soit un défenseur plus, un A ou A- que tu me mettrais dans ton classement, Ben. Je demande à ce qu'il soit pas ça, parce qu'en fait, il est tellement fort offensivement qu'il a même pas besoin d'être un défenseur élite pour être toujours excellent. Positif. J'ai demandé juste un petit peu plus de combativité sur ce plan du terrain. Voilà, offensivement, ça reste un joueur que j'adore. Je pense que c'est mon pivot préféré à regarder en NBA. Mais je suis obligé au bout d'un moment de sanctionner un petit peu ça. Ça serait, je pense qu'en termes de talent, c'est un des 20 meilleurs joueurs de la ligue, je le dis. Mais il faut au bout d'un moment faire quelque chose. C'est tellement dur, il y a tellement de joueurs, il y a tellement un haut du panier élite en NBA que tu rates les playoffs pas mal d'années, t'es blessé. Même si t'es trop fort, je suis obligé un peu de te descendre. Ilias, aussi sur le sujet Karl Anthony Towns, donc tu l'avais, j'avais marqué 17e, tu l'as pas non plus cette année, du coup.
C'est ça. Bah après, ça s'explique aussi par le fait que si tu sors quelqu'un, c'est que derrière peut-être d'autres joueurs ont émergé, progressé et donc poussé à la porte. Mais après, partant du principe que cette année on devait prendre en compte le facteur match joué blessure, c'était compliqué pour moi d'y intégrer un joueur qui sort de 2 saisons à 35 et 50 matchs. Donc ça fait à peine 85 matchs sur 2 saisons. Après, je trouve que Towns est vraiment toujours aussi fort en attaque. Sur le peu que j'ai pu voir de lui et des Wolves l'an dernier, j'y ai quand même vu une belle progression dans la création. J'avais pas soupçonné aussi cette qualité de bon passeur chez lui, qui est assez sous-coté. Après, j'espère que sa carrière elle va pas non plus tourner au gâchis, parce que le talent et les chiffres pour moi valent un DH20, même s'il y a des grosses carences en défense. On parle quand même d'un joueur à 25-10-5 avec quasiment 39% à 3 points en 33 minutes. Je trouve que c'est massif comme argument, mais pas suffisant pour réapparaître dans mes 20. Après, faut aussi parler d'un autre facteur, c'est que le joueur a passé et traversé des moments très 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 difficiles. C'est de loin le joueur ayant été le plus éprouvé, avec quand même 6 des membres de sa famille qui sont morts du Covid, dont sa mère. Donc on va quand même lui accorder le bénéfice à ce niveau-là et dire qu'il a eu des circonstances plus qu'atténuantes. Et puis il y a ce fameux facteur aussi tu parlais de continuité, de performance en play-off. Dans ce DH20, il y a des joueurs qu'on voit éclore sur la plus grande scène de la NBA, et malheureusement pour Karl Anthony Towns, et je pense qu'on va en reparler sur d'autres joueurs, eh bien ce n'est pas que à Minnesota qu'on a un joueur de très fort talent entouré d'équipes qui ne l'amènent pas jusqu'au play-off, et du coup c'est compliqué quand il y a des coups d'éclat de nouveaux entrants. Voilà, comme tu disais, Elias, il toque à la porte, et malheureusement Karl Anthony Towns stagne un peu, mais peut-être que une fois arrivé en play-off, il remontera quelques marches. Et il va lui manquer peut-être une chose, s'il voulait vraiment s'accrocher et intégrer, enfin rester encore présent peut-être dans nos classements, même en bout de liste, c'est que il aurait peut-être fallu quelque chose sur lequel il performe ou il surperforme, c'est-à-dire qu'il soit un spécialiste de la chose pour pouvoir être toujours présent. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a aussi pas beaucoup de continuité dans les victoires et les performances en play-off, c'est Bradley Beal, mais Bradley Beal à côté de ça, c'est le meilleur scoreur de la ligue, par exemple. C'est vrai. On va enchaîner, mais on va pas parler des scoreurs là, les gars. Les scoreurs, ça sera pour plus tard. Là, on va parler, Tom, de la défense un peu mal aimée, parce que des big men, on va dire à vocation défensive, si on reste dans le 12 à 20 et aux absents dont on va parler aujourd'hui, il y a que toi et moi qui ont me donné un petit peu de force à ces joueurs-là. Tu as classé Rudy Gobert 20e, j'ai Bam Adebayo 19e. Tom, est-ce que la défense, elle est mal aimée dans le DH20? Je dirais pas dans le DH20. Je pense que par rapport à, quand on prend globalement les critères que nous avons tous énoncés, je trouve que c'est un peu logique au final que, enfin, tu vois, Madiane l'a dit, par Bell au talent, Alan aussi, et en fait généralement on attribue souvent le talent au côté offensif du terrain et pas forcément au côté défensif. Je pense que, enfin, on donne beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup plus facilement quantifiable parce que la défense, tu vois, on te dit, t'as souvent entre guillemets le slogan NBA, good defense, better offense, mais tu l'as jamais dans le sens inverse. C'est pour te dire qu'en fait, en termes de talent, tu peux être le défenseur le meilleur entre guillemets à ta position et dans ton rôle. T'as toujours un joueur offensif qui est capable en fait de te mettre en difficulté et de mettre en difficulté ce que tu peux faire d'un match-up à un autre. Et moi, la raison pour laquelle j'ai Rudy Gobert dans mon classement, alors pour moi, Rudy Gobert, il est dans un tiers avec d'autres attaquants, mais par rapport à la notion de rôle, comme j'ai évoqué au début, pour moi, dans son rôle, c'est probablement ce qui se fait aujourd'hui de mieux en NBA. Alors oui, il y a eu des choses en play-off de son côté, mais je trouve qu'il a été bien meilleur en play-off cette année. Et même Rudy Gobert, quelque chose que je trouve assez intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur défensif qui est très très fort, mais qui offensivement fait des choses qui sont différentes uniquement, qui ont une valeur différente que les simples chiffres. Par exemple, sur la géométrie du terrain du Jazz, cette année, Rudy Gobert, c'est un joueur qui a été capable de faire ce qu'on appelle du playmaking sur short roll quand il recevait le ballon au-delà de la ligne à 3 points.
Ça a permis du coup de poser des pick and roll beaucoup plus haut et d'ouvrir le terrain aussi beaucoup plus facilement à Donovan Mitchell, et ça lui a permis d'avoir des angles intéressants pour attaquer la raquette. Si jamais il avait pas cette notion de playmaking dans son jeu, ben une fois qu'il y aurait eu la dump off pass au niveau de Rudy Gobert, la défense se serait adaptée. Alors que lui, il a permis cette saison de faire un peu bouger le ballon. Et du coup, c'est un joueur qui est très fort défensivement. Et je trouve qu'offensivement, sa valeur est un peu sous-estimée. Ok, bah moi, t'as défendu ton défenseur, je vais défendre le mien, Bam Adebayo. Je suis totalement d'accord sur l'aspect l'attaque vaut plus que la défense. Moi, dans les notes dont j'ai parlé, je donne du 60-40 attaque, voire du 66-33. J'estime que l'attaque est plus importante. Seulement, quand je suis arrivé à mon dernier tiers, qui pour moi est de 18 à 20, j'ai eu un vrai problème, c'est que je voyais que des forts attaquants et un peu limite en défense. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit push à Bam Adebayo, parce que des défenseurs comme lui qui sont élite, c'est-à-dire qui selon moi sont des A+, parce qu'il l'a prouvé, il peut jouer dans tous les systèmes avec Spoelstra. Spoelstra l'a fait jouer absolument n'importe où. C'est un des rares qui peut switcher 1-5 en étant ridicule nulle part. Ben quand tu fais un résumé du DH20, des mecs comme ça, il y en a. Moi, j'en considère qu'il y en a 3. Et je trouve ça assez intéressant de donner un peu d'avantage à ce joueur-là. Et puis, enfin, c'est un défenseur de l'année. Enfin, franchement, il n'y a pas Rudy Gobert, c'est un défenseur de l'année. Et l'avantage que je lui donne par rapport à Rudy Gobert, c'est que je trouve que sa campagne de playoff a un peu, en fait, elle a totalement gommé ce qu'il a fait cette année. Il est beaucoup plus à l'aise à mi-distance, il prend 50% de ses tirs à mi-distance, il a 45% de réussite, ouais. Il a 50% au lancer franc, il a toujours ses petites passes dans le système où il sert de hub. C'est un joueur qui, en plus, moi je trouve, dans les screen assists, etc., il a une importance assez intéressante du côté de Miami. Et j'estime, contrairement à Rudy Gobert, que ça peut être le 2 ou 3e joueur en playoff option. Et en fait, il l'a prouvé, en fait. Parce que il l'a fait l'année dernière. Alors certes, la bulle, certains ne lui accordent pas vraiment d'importance, mais je trouve que Bam Adebayo l'a déjà fait. Donc selon moi, il a un avantage par rapport à d'autres à ce niveau-là dans un DH20. Surtout que lui, enfin, on parle des contextes difficiles comme un Karl Anthony Towns, c'est peut-être que sur une année, mais le contexte Miami est absolument déplorable l'année dernière. La moitié de l'équipe, il y a les Covid, etc. Ils sont morts du retour de la bulle, et il a joué, il a été meilleur, il s'est amélioré. Je l'avais l'année dernière, je me sentais un peu obligé de l'avoir cette année. On va passer d'un joueur impressionnant sur son... Oui, vas-y Tom. Bah du coup, Bam, je trouve que c'est un joueur hyper intéressant parce que si tu as un parallèle à faire par exemple avec un joueur comme Bam Adebayo, en fait c'est limite un mix qui serait par exemple entre Anthony Davis qui est plus haut dans le classement et peut-être Nikola Jokic sur le côté passing game, même si je trouve que d'un point de vue numérique, le côté passing est un peu surcoté dans le sens où il y a énormément de passes décisives, c'est des dribble and off avec Duncan Robinson et c'est plus une passe avant le panier vraiment une passe décisive, enfin pour moi. Après, c'est vrai que d'un point de vue vision de jeu, timing, la possibilité de faire énormément de shots sur les cuts, en gros, je trouve que c'est dans son playmaking, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, mais c'est sur du playmaking vraiment stationnaire où il est quelque part, il arrive à prendre la bonne décision. Là où, par exemple, sur Rudy Gobert, on a vu beaucoup plus de choses en mouvement et prise de décision rapide. Mais enfin globalement, enfin Bam Adebayo, enfin oui. J'ai vu pas mal de fans par exemple du 8. Il reste quand même bien meilleur dans la lecture, etc. que Rudy Gobert quand même. Tom. Oui. Ah oui, clairement. Largement, il y a pas de souci. D'accord. Il y a pas de souci là-dessus. Il y a pas de souci là-dessus. Mais globalement, tu vois, moi j'ai vu pas mal de fans du 8 cette saison se plaindre de son niveau d'activité, d'agressivité. Et au final, tu vois, c'est un joueur qui finit avec 25% d'usage, quoi. Donc, enfin, je trouve qu'il est bien là où il est, je pense. Il est bien, enfin, c'est clairement un top joueur NBA, quoi. C'est vrai que c'est à ce niveau-là, ce sont ses playoffs où parfois il a refusé de tirer. Je pense que ça l'a tué parce qu'il fait une très bonne saison et je trouve qu'il a l'excuse de ce qu'il avait fait l'année dernière. Madiane, ça fait un bail qu'on t'a pas entendu. On va te lancer sur Zion. Zion, c'est le 21 un petit peu officieux de ce classement parce que alors mécaniquement avec les points, il y est pas parce que il y a un absent qui a été classé très haut par quelqu'un. On va y revenir plus tard parce qu'il c'est un arrière à l'ouest, voilà. Mais Zion est présent dans 3 classements. Est-ce que c'est une question de temps et puis pourquoi t'as mis Zion 20e, toi, Madiane?
Du coup, Zion, en fait, cette 20e place m'a posé beaucoup de soucis, notamment parce que il y avait des joueurs, Klay Thompson, il y avait plein de joueurs que j'avais envie de mettre et des blessés, des joueurs que je valorise beaucoup, et je savais pas trop quoi en faire. Et puis j'ai commencé à me pencher sur le cas de Zion. Et en fait, c'est énorme en fait ce qu'il fait. En fait, avec le recul, parce que notamment je regarde pas spécialement cette équipe-là, le Zion, c'est 27 points par match, plus de 60% au tir réel. Il a 61,6% au tir réel. Et en fait, c'est un monstre. C'est un vrai monstre des parquets. C'est impressionnant en fait ce qu'il a fait. Et du coup, je suis allé voir. Enfin, c'est un truc de dingue. En fait. Les Pélicans sont un peu dans les bas-fonds, on les regarde pas trop, etc. Mais Zion, ce qu'il fait dans cette équipe, c'est un truc de ouf. Et j'aime bien reprendre la phrase d'Alan qu'il a dit lors d'un des podcasts, c'est Zion n'avait pas joué une seule minute en parquet NBA, il avait dit non mais Zion est déjà là. Oui, là Zion est là pour moi. Et donc, de par le côté très impressionnant, c'est-à-dire c'est comme Bradley Beal, c'est-à-dire ok les résultats collectifs, ok on peut me dire plein de choses. Pour moi, il est suffisamment impressionnant pour justifier une 20e place, surtout face à d'autres joueurs blessés, d'autres joueurs à qui je pourrais reprocher des choses. Là, il a joué cette année, il a fait une excellente saison. Pour moi, ça mérite une 20e place. Il faut respecter ce qu'il fait actuellement, alors que c'est seulement sa 2e saison. Petite question sur Zion, est-ce qu'il bénéficie pas, Madiane, je préciserai que Zion est présent en 20e chez Alan, 20e chez moi, 20e chez toi, Madiane, donc on a essayé de le glisser, est-ce qu'il bénéficie pas de son absence en play-off en fait? Parce que, en fait, il est jeune et il a pas encore en play-off, donc on se dit ouais, et du coup, on préfigure un peu de ce qui va se passer. On peut pas préfigurer. En fait, moi, à partir du moment où je ne peux pas savoir, j'ignore. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu des mots durs envers Trae Young, genre vous allez voir en playoff, vous allez voir en playoff. Maintenant, je me tais. Donc maintenant, j'ai arrêté de préfigurer. Je l'ai pas vu en playoff, point. Et donc, dès lors que je ne suis pas au courant d'un état de fait, je l'utilise pas en argument positif ou négatif, j'ignore simplement dans mon classement. Je me protège vis-à-vis de peut-être d'erreurs de jugement que j'ai pu commettre par le passé. Se taire sur Triangle, mais quelle idée. Continuons sur, on parlait de pas de playoff, on va finir sur toi avec les absents, Adrien, avec Zach LaVine. Tu nous as glissé ton petit Zach LaVine à la 20e place, tu l'as pas mis au-dessus de Bradley Beal, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Mais donc ça veut dire que ta tech, elle est finie. Si, il a pas parce que j'ai pas Bradley Beal. Il a pas Bradley Beal dedans. Donc tu continues. Allez, continue. Vas-y, Adrien. Ouais, mais après c'est un peu comme ce que tu disais Ben un peu plus tôt. Moi, j'ai à partir de 14-15e place jusqu'à 25-30, c'est un tiers qui est très très proche. C'est des joueurs qui avant, donc pour donner un peu les coulisses, on avait une deadline pour rendre les classements à Ben. Bon, pendant les 3 jours avant de rendre les classements, ça a changé toutes les 2 heures à peu près. Et même au moment où j'ai envoyé mon classement à Ben, c'était pas Zach mon 20 et je l'ai changé juste pour là. Donc pour le clin d'œil oui, mais c'est aussi parce que je le pense un peu, je l'espère peut-être un peu trop. Mais voilà, c'est dans ce tir-là de joueurs, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte parce que j'ai aussi tous les joueurs dont on vient de parler, les Cat, les Zion, donc évidemment Bradley Beal, Rudy, Bam, on est sur des profils totalement différents. On peut donner des arguments pour l'un ou pour l'autre. Moi, j'estime, donc effectivement, Zach LaVine, on l'a pas vu en playoff, mais de ce qu'il a fait toute l'année, il m'a franchement impressionné. Alors certes, avec le point de vue de fan des Bulls, mais du coup, j'ai vu beaucoup de matchs. Sa capacité à scorer cette année avec une attaque qui était vraiment pas extraordinaire du tout. Il est pas dans le 50-40-90 parce qu'il fait 85% au lancer franc. Il est quand même à 50-40 avec une difficulté de tir très élevée. Mais vraiment, il a mis des trucs. Et je trouve qu'il progresse dans son aspect défensif aussi, dans la création, mine de rien. Il cherche un peu plus ses coéquipiers. Voilà, moi c'est dans ce tir-là de joueur, j'ai voulu le mettre. Alors 20, ça fait un peu wild card, mais ça ne me choque pas du tout. Pour moi, Bill, c'est aussi là, c'est les mêmes arguments pour les mêmes contraintes parce que pas en play-off. Enfin, bon, Bill plus ou moins parce que Washington a réussi à se glisser dans les play-in, mais avec une équipe autour très compliquée. Voilà, c'est tout ce type de joueur-là. On peut donner la part belle à Zion, on peut la donner à Zach LaVine, à Bradley Beal. Tout ce tir de joueurs là pour moi se tient, mais j'avais envie de mettre en avant mon préféré dans ce tir là. Très bien. De toute façon, Bradley Beal, on en parlera, on aura le temps. Messieurs, on a passé 30 minutes à préparer le terrain, on a passé 20 minutes sur les absents, on rentre dans le vif du sujet. Avec à la 20e place,
le seul entrant cette année. C'est-à-dire que les 19 premiers étaient déjà là l'année dernière, mais pour l'immense majorité vont changer de place. À la 20e place, on retrouve Trae Young. Alors, pour éviter que le podcast dure 8 heures, ce qu'on a décidé de faire, c'est de bien souvent mettre en confrontation, tout ça va rester très clément, mettre en confrontation les deux membres du site qui ont les avis les plus éloignés sur le joueur en question. Parfois ça va être 2, parfois ça va être 3, ou parfois ça sera une question sur un joueur. Franchement, si vous nous écoutez depuis 2-3 ans, je pense que sur le cas de Trae Young, vous pouvez deviner très rapidement de qui il va être question. Donc, Alan, tu as Trae Young à la 16e place de ton DH20. Adrien, tu l'as 19e. Comme Ilias, qui l'a aussi 19e. Madiane, tu l'as 18e. Tom et moi-même, il est absent de nos DH20. Sachant que, pour une raison qui m'échappe, on pense que je déteste Trae Young. Je vais te laisser commencer. Alan, et défendre pourquoi tu as fait entrer Trae Young et de façon assez magistrale parce qu'il se retrouve 16e de ton classement. Je vais essayer de faire court parce que de toute façon j'ai déjà beaucoup parlé de Trae Young cette année. J'en ai longuement parlé dans l'épisode sur les prospects où déjà j'étais assis le top 10 des prospects où j'avais mis en avant que pour moi je l'avais mis dans le même tiers que Tatum et Zion. C'était avant les playoffs, je crois que c'était en février ou mars qu'on avait fait cet épisode et on avait eu des bons débats sur tout ce sujet avec Tom, Adrien, sur versus Ja Morant, versus Shea, versus les jeunes un peu pouvoir de meneurs de la ligue. Ouais. Exactement. Avec même des Aaron Fox. Et moi, j'assume, on s'était un peu écharpé tous les 10 et tout. J'avais Trae Young limite dans ma All-NBA sur la saison régulière. Et ensuite, les playoffs sont arrivés. Moi, je vais pas surcoter ces playoffs. Je vais pas essayer de surcoter ces playoffs. C'est des playoffs où, en plus, il a été un petit peu irrégulier au tir par moment, mais où, en fait, moi, c'est Sam Vecini qui l'a eu dans un de ses podcasts. Je comprends pas, et je pense que Ben, tu vas essayer de me prouver l'inverse, et tu auras sûrement de bons arguments. Je comprends pas qu'on ait pu douter du fait que Trae Young serait pas un bon joueur de playoff. Il a tout en magasin pour être un excellent joueur de playoff. Et le jeu moderne de 2021 fait que Trae Young, offensivement avec la balle en main, mais c'est sûr que ça va marcher en playoff. C'est sûr que comment on a pu douter du fait qu'une attaque menée par Trae Young dans un setting playoff allait pas mettre des points. Moi, c'est ça que j'ai vraiment vu durant les 3 tours de playoff. Alors, contre les Knicks, c'était assez tranquille, on va dire. Contre Philly, il a été magistral par moment, plus en difficulté dans d'autres matchs. Le mix de Trae Young, c'est pas le premier match contre Milwaukee parce que là il est totalement irréel en fait, mais c'est pas non plus les matchs où il est un peu plus en dedans parce que il met pas de tir, parce qu'il est court, mais en fait la combinaison de playmaking sur pick and roll, vision en transition avec les athlètes qu'il a à côté, jeu intermédiaire, on sous-cote tellement sa capacité à ligne sur la ligne des lancers francs. En fait, on parle beaucoup plus du fait que il a vraiment des fautes un peu débiles et il arrive à profiter des règles. Ouais, en fait, le gars, il va tout le temps sur la ligne des lancers francs, il fait des paniers faciles. C'est clé pour un mec de sa taille qui ne peut pas finir extrêmement bien proche de la peinture. Trae Young, c'est pas qu'un gars qui a besoin de son pull-up game pour exister en attaque. Sur flotteur, leaner et jeu intermédiaire, est-ce que c'est pas le meilleur flotteur de la ligue? Il est peut-être dans la course. Il a tué les Knicks au game 1 avec ça. Et c'est un des 3 meilleurs passeurs sur pick and roll de la ligue. Donc rien que pour ça, offensivement, ça doit marcher. Et il a enfin des bons joueurs à ses côtés. C'était pas de sa faute si Atlanta gagnait pas de match durant ses 2 premières années. Sa première année peut-être, s'il était très négatif sur le début d'année. Mais l'an dernier, par exemple, en 2019-2020, c'était pas de sa faute si Atlanta gagnait pas de match. Tom l'avait prouvé dans un podcast et que j'ai été réécouté pour préparer ce podcast. Quand il sortait du terrain, c'était terrible en fait. Donc voilà, je suis rentré Trae Young parce que il a prouvé, il a passé 2 tours de playoff, il a été le leader, il a été clutch, il y a encore beaucoup de soucis dans son jeu, il y a des limitations théoriques je pense, mais c'est un des 20 meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui pour moi, juste parce que par sa présence, ton attaque est très très bonne et je valorise ça. Tout le monde me regarde en mode je vais manger quelqu'un. C'est sérieux. Non, on t'attend. On a vu énormément de dédain dans tes regards et dans tes rictus, donc. En fait, déjà dire que comment on a pu avoir des doutes, je mets ça sur le côté. En fait, tu l'as résumé. Comment on a pu avoir des doutes sur l'attaque? En fait, on avait des doutes sur la défense. Tu peux réécouter chaque prise de parole, c'est la défense qu'on mettait en avant sur Trae Young. On n'avait jamais trop. L'attaque, en fait,
ouais, c'est un mec qui met des points, je vais y revenir. Donc c'était plutôt la défense. Moi, la défense, il m'a prouvé une chose, c'est que je devais le considérer dans le DH20. Les années précédentes, je l'avais pas considéré parce que pour moi, il pouvait pas poser le pied sur un parquet de play-off défensivement. Il me l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Par contre, comme tu l'as bien dit, moi je tiens à nuancer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que sur cette campagne de play-off, Trae Young a été caché et c'est pour ça que selon moi, il est toujours au plus bas niveau de ma classification, c'est un joueur C+, c'est-à-dire il doit être caché pour la viabilité de ta défense. Les 5 joueurs qui a le plus défendu Trae Young sur cette campagne de playoff sont Reggie Bullock, Furkan Korkmaz, Pat Connaughton, Danny Green, Matthijs Thybulle. Que des joueurs qui sont loin du ballon, qui ne participent pas à la création offensive, donc on l'a caché, ce qui se passe soir après soir en saison régulière. Dès qu'il a un fort porteur de balle, il est mis sur un joueur à côté, ce qui fait que Trae Young, c'est un des meneurs qui défendent plus les hors porteurs de balle. Donc en fait, pour moi, quand tu pars à ce niveau-là de défense, ce qui était le doute originel, tu dois avoir un niveau d'attaque irréprochable pour être légitime dans le DH20. Alors si on revient sur ces playoffs, d'abord, le mythe d'Atlanta grosse attaque, c'est la 11e attaque du premier tour. Ils sont à 109 d'offensive rating. Pour donner un petit point de comparaison, 109 11e, le 10e est à 114. C'est-à-dire qu'ils sont de très loin dans les moins bonnes attaques du premier tour des playoffs. Passons. On passera sur les tours d'après où ça n'a jamais été une grosse attaque. Pour moi, en fait, Trae Young, c'est un All-Star qu'on juge sur les flashs. C'est ça qui en fait m'énerve, c'est-à-dire que prenons le shoot par exemple. Alors je sais le shoot je pense que si on demande à n'importe quelle personne, on va me dire que Trae Young c'est un des meilleurs shooters de la ligue. Et je pense qu'en fait, c'est une des parties de la grande illusion de Trae Young. Alors, on va parler des 34% au tir à 3 points en carrière, on me dira les shoots sont difficiles. Et c'est vrai que les shoots sont incroyablement difficiles. C'est ça que moi j'ai du mal avec Trae Young, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans sa sélection de tirs. Il vient prendre des tirs super difficiles et qui n'ont pas lieu d'être. Quand on regarde les shoots ouverts à plus d'1m20, je me dis ceux-là en théorie, ils sont ouverts et Trae Young devrait être assez efficace. Dans ces tirs, dans ces shoots ouverts à plus de 1m20, c'est-à-dire en gros il n'y a aucun défenseur à moins de 1m20, Trae Young parmi tous les joueurs du DH20, il se classe 16e. C'est-à-dire que les seuls qui font pire sont Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis et Jimmy Butler. Il est 3 points en dessous de la moyenne. À titre de comparaison, Stephen Curry est à 44%, là où Trae Young est à 35%. Jamal Murray, qui était là l'année dernière, qui n'y est plus, est à 42, là où Trae Young est à 35. Damian Lillard est à 41, là où Trae Young est à 35. Donc moi, j'ai un vrai problème vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que Trae Young, c'est un joueur qui va prendre beaucoup de shoots à plus de 9 mètres, mais qui en fait a une efficacité derrière la ligne et à 9 mètres qui est égale. Donc Trae Young, c'est un gros shooter parce qu'il fait peur sur la portée, mais c'est pas un shooter efficace. Et quand tu rentres dans le DH20, il y a une notion d'efficacité qui, selon moi, est déterminante. Et il n'y a pas d'efficacité, en fait. Comparé à d'autres joueurs, je lui demande d'être irréprochable, compte tenu de son impact défensif. En ISO, de tous les arrières du DH20, c'est celui qui a fait les moins bons playoffs. Alors, tu vas me dire qu'il avait des gros défenseurs face à lui. Le joueur qui est au-dessus de lui, c'est Luka Doncic. Niveau gros défenseur, sur le premier tour, il a aussi vachement eu en face de lui, il y a eu du monde. Et, encore une fois, les stats en ISO de Trae Young sur la saison régulière ne sont pas incroyables. Je lui demande d'être irréprochable. Là où je suis d'accord avec toi qu'il est élite sur pick and roll, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sur pick and roll, je trouve qu'il y a peu de variété, en fait, en attaque. Au niveau du scoring, il met des cartons parce qu'il a souvent la balle. C'est un des 5 joueurs qui a le plus la balle en NBA. Tous les 5 marquent plus de 22 points. Si on retire Russell Westbrook qui fait partie de ce top 5, les 4 premiers ont tous plus de 24 points de moyenne. Tu as longtemps la balle, tu mets des points. Donc en fait, Trae Young pour moi est un joueur incroyable passeur, incroyable sur pick and roll. C'est un shooter qui fait très peur mais qui pêche en efficacité. Donc c'est un joueur très fort mais c'est imparfait pour aller dans le DH20. Pour moi, quand tu es si mauvais en défense, tu dois être irréprochable en attaque. Il est très 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 fort mais il n'est pas irréprochable encore. Il a besoin de prendre tous ses tirs de loin pour s'ouvrir le reste. Donc, s'il prenait pas alors ça fait baisser ses pourcentages, mais il aurait pas autant d'espace si on le défendrait pas comme ça. On l'a bien vu contre Milwaukee dans les premiers matchs. S'il avait pas, oui, il fait peur. Mais il fait peur parce qu'il peut les mettre aussi. 34% à 3 points avec les tirs qu'il prend. Moi, ça me dérange pas, personnellement. Mais c'est en dessous. Enfin, c'est censé être un shooter élite. 34, c'est pas suffisant. Mais non, ça c'est l'idée qu'on en a, mais c'est faux. C'est pas le shoot, ça, son arme principale à Trae Young. Pour moi, c'est le jeu sur pick and roll et la création et le jeu intermédiaire et la capacité à aller sur la ligne. C'est ça pour moi. Pour moi, c'est pas suffisant pour entrer dans le DH20. Enfin, là, on demande un niveau d'excellence pour un joueur qui a dû défendre Reggie Bullock.
Enfin, genre il faut. Mais c'est normal quand t'as autant la balle en attaque. En fait, tout ça, vous allez pas le reprocher à Luka, par exemple. Vous allez jamais le reprocher à Luka. Luka en playoff, il switch sur des mecs, il switch sur Kawhi des fois. Il défend pas, mais il défend jamais. Il a jamais défendu. Mais non, mais faut vous reprocher des trucs à Trae Young, on reproche jamais les mêmes choses à d'autres joueurs. C'est ça qui m'énerve. Il a été caché, mais c'est normal. Il a autant la balle en playoff. C'est son coach, c'est un choix de coach. Et son coach te dit, bah oui, il a des limitations physiques, je vais pas non plus l'envoyer. Il fuit les switches. Regarde la série. Il fuit les switches. Mais c'est normal parce qu'il sait que ça va être négatif pour sa défense. Et il a d'autres bons gars à côté à envoyer dessus. Ouais, donc il est négatif. Luka Doncic ne fuit pas les switches. Regarde la série contre les Clippers. Mais il se fait, mais il se fait quand même torpiller. Oui, mais il se fait torpiller sur chaque switch quand même. Ah ouais, mais on n'est pas au salon de l'agriculture, c'est pas au poids du mec, ça. Enfin, franchement, si. Bah non, mais toi qui regardes toujours le résultat plutôt que juste comment ça se passe, moi le résultat je vois la même chose, je vois à chaque fois deux mauvais défenseurs, que tu veuilles bien défendre ou que tu refuses pas, moi je vois le même résultat. Je trouve c'est une question sur Luka en saison régulière mais pas sur Luka en playoff. Mais on va pas passer 3 heures parce qu'on a encore 15 000 joueurs sur lesquels à débattre, donc vous voyez sur ce cas-là on sera pas d'accord. Deux qui seront pas d'accord non plus, c'est sur le cas Kyrie Irving, donc Madiane contre Ilias, j'ai mis un versus, mais il y a pas de besoin de versus. Et c'est un peu la question de la pondération de la blessure, ça, parce que Kyrie Irving est absent de certains classements, et je pense que les 3 personnes qui ne l'ont pas mis, donc Adrien, Madiane et moi-même, c'est une grande question de blessure. Je vais te laisser commencer, Madiane. Oui, moi j'avoue que Kyrie Irving en bonne santé et tous les jours dans le DH20, c'est un extraordinaire joueur, un extraordinaire attaquant, et je pense qu'il y a personne ici qui pour dire le contraire. Néanmoins, du coup depuis son départ de Cleveland, il joue 2 fois à peu près les playoffs et il se blesse cette année pendant. Il a joué 50 matchs de saison régulière en moyenne ces 4 dernières années, et même quand on regarde l'historique global de sa carrière, c'est 58 matchs de saison régulière en moyenne, donc c'est même pas un problème inhérent à récemment, c'est un problème qu'il a toujours eu et qui empire en fait, j'ai l'impression, au fur et à mesure des années. Il a joué 74 matchs ces 2 dernières saisons et il se blesse du coup pour les playoffs. Enfin, là c'est trop, et moi le problème de Kyrie, c'est que les Nets, pour moi, sont favoris, oui, mais je suis pas sûr qu'ils pourront compter sur Kyrie Irving lors de leur campagne de playoff. Et pour moi, dès lors que tu partes dans ta saison, t'es le favori pour le titre, et en fait, l'un de tes 3 meilleurs joueurs, enfin le 3e meilleur joueur de ton équipe, t'es même pas sûr de pouvoir l'avoir, parce que c'est récurrent, bah moi, c'est une donnée trop chiante, en fait, et pour moi, ça le fait sortir automatiquement. Ilias, à l'inverse, toi, tu l'as gardé, Kyrie Irving, et tu l'as même très haut, puisque tu l'as 14 dans ton DH20, personne l'a si haut. Pourquoi est-ce que c'est encore l'argument de, en fait, la présence et surtout tu l'as déjà vu faire et la constance en playoff? Même pas forcément. En fait, moi, si j'ai Kyrie aussi haut, sans vraiment prendre en compte les blessures, c'est parce que contrairement à ses précédentes blessures, qui étaient beaucoup faites de problèmes musculaires ou de voire peut-être même de blessures un peu diplomatiques, celle qu'il a subie dans le Game 3, et non, il n'était pas, pour quand même contredire Madiane, absent pour les playoffs. Il s'est blessé quand même au match 3 face aux Bucks, et on peut vraiment dire que c'est dû à la malchance cette fois-ci, c'est-à-dire que il y a la pointure 58 de Giannis qui est sous son pied, il se dérobe la cheville et malheureusement on l'a absent pour le reste des playoffs. Mais il faut quand même se remémorer quelque chose, c'est que à ce moment-là les Nets mènent 2-0 et que lui, Kyrie Irving, en compagnie de Kevin Durant, il était en train de démolir la défense élite des Bucks. Ils étaient clairement en train de les désosser sans James Harden. Et Kyrie y était pour beaucoup. Ils avaient absolument aucune solution face à Durant, mais également face à Kyrie. C'est-à-dire que là, on retrouvait le Kyrie, c'est-à-dire qui est finalement le meilleur dans la peau de celui qui finalement il n'a jamais voulu être, c'est-à-dire dans la peau du lieutenant. Et vraiment, enfin, ce qu'il était en train de faire, c'était absolument incroyable. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que il y a quelque chose dans lequel tu dois être élite pour pouvoir t'octroyer dans mon DH20 quelques petites dérogations, c'est vraiment le talent. En termes de talent, Kyrie Irving, il est forcément là, et je vais forcément lui griller la priorité par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Et on peut dire que s'il s'était pas blessé, on était même quasiment tous unanimes pour le dire, que s'il se blesse pas sûr
qu'on célèbre les Bucks et que Milwaukee soit champion NBA 2021. Après, il y a quand même un gros indicateur aussi concernant sa forme de manière générale, c'est que il sort de cette saison Kyrie et c'est la saison où il a le plus scoré à l'intérieur, dans la raquette et proche du cercle. Donc c'est dire s'il était bien physiquement, il avait envie d'aller au cercle, mais forcément ça a tendance à un petit peu élever la capacité à se blesser, et c'est ce qui est arrivé. Mais si on revient sur sa saison, il aligne quand même son 26-6-5 avec son meilleur pourcentage en carrière. Et en dehors, on va dire, de sa finale 2016 qui était absolument incroyable, on assistait selon moi clairement à la meilleure version de Kyrie Irving depuis plusieurs années. Très bien. Je pense que ça se défend. Je vais le faire avec un mouvement de tête, mais je pense qu'Adrien et Madiane sont d'accord pour dire que sans blessure, Kyrie Irving est top 20 NBA. On est tous d'accord. Oui. Mais il était dans mon classement. Ce que je disais tout à l'heure, c'était lui qui était là déjà dans le classement que je t'ai envoyé. Donc vraiment, on était voilà. Celui qui n'y était pas dans le tien, c'est Bradley Beal, Adrien. On l'a dit tout à l'heure. Et du coup, on va parler un peu de Bradley Beal qui se classe donc 18e. Donc pour rappeler les trois premiers, Triangle 20, Kyrie Irving 19, Bradley Beal 18. Et Bradley Beal, c'est un peu la question de la limite du résultat collectif, c'est-à-dire que Bradley Beal, il a dépassé le premier tour des playoffs la dernière fois en 2017, nous sommes en 2021, ça commence à faire longtemps. Alors Adrien, est-ce que ça, c'est ce qui explique en fait la difficulté à évaluer le niveau d'un mec comme Bradley Beal pour le DH? Notamment, je vais reprendre un peu les points que j'ai donnés pour Zach LaVine, puisqu'ils sont très proches finalement déjà dans le profil et aussi dans les limites qu'on peut voir collectives quand on parle du DH20. Effectivement, Ilias l'a dit tout à l'heure en début de podcast, Bradley Beal, malgré donc l'absence de résultats collectifs, c'est le meilleur scoreur de la ligue. On a vu ses capacités à scorer tout simplement qui sont irréelles. Personne peut en parler de talent là tout du long. On vient d'en parler sur Kyrie Irving. Je pense que Bradley Beal, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un des top 20 talents de la NBA. D'ailleurs, j'en prends pour preuve. On a tous les ans des rumeurs de est-ce que enfin Bradley Beal va quitter Washington. Quand la question se pose, il y a 29 équipes qui veulent Bradley Beal à peu près. Donc je pense que ça classe le joueur, puisque effectivement on parlait des tiers qu'on a utilisés dans le DH20. Bon, on a tout en haut ces fameux franchise players, les joueurs qu'on prend et ils nous direct ils font de ton équipe un contender. Je pense que si ton deuxième joueur, dans à peu près tous les cas, donc si t'as un des mecs tout en haut des 5-6 meilleurs joueurs de la ligue comme option 1, si ton deuxième joueur c'est Bradley Beal, tu es très heureux. Tu peux pas faire mieux. Donc sur le profil juste individuel, le joueur de basket, il devrait être dans ce classement. Pourquoi il y est pas? Bon, moi il est au même niveau que Zach LaVine, il pourrait très bien y être, ce serait pas un scandale. C'est effectivement parce que sur la durée, il est enfermé à Washington. C'est aussi les arguments qu'a donné Alan tout à l'heure au niveau de 4, c'est que la continuité de cette équipe de Washington, c'est un bordel sans nom, hein. On va employer les termes. Là, il y a eu une petite saison avec Westbrook qui leur a permis d'arracher les play-in. Bon, on parlera power ranking et preview des équipes un peu plus tard. C'est difficile de voir Washington les raccrocher une nouvelle fois. Voilà, on sait pas trop. En fait, la vision, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup voir Bradley Beal dans un contexte playoff pour nous montrer, pour qu'il explose et pour qu'il puisse gagner des places. Sauf que je n'ai même pas l'espoir de le voir dans les prochaines années. Donc moi, ça m'embête de le mettre au-delà de certains joueurs que je pense soit on a déjà vu, soit on va voir là exploser sous nos yeux. D'accord. Rappelons, je l'ai peut-être pas dit explicitement, que tu es le seul de l'équipe donc qui a pas Bradley Beal dans le classement. Alors on va de la 15e chez Alan à la 19e chez Madiane et Tom. Tom, je vais justement te lancer sur Bradley Beal sur ce classement parce qu'en fait, tu l'as donc dans ton classement, mais tu l'as dans ton 2, 3, 4, 5e tiers. C'est ça, ouais, 5e tiers. Et je sais que c'est un groupe de niveau pour toi qui allait jusqu'à 24, 25. Donc qu'est-ce qui a fait que Bradley Beal s'est hissé à la 19e place? Comme je l'ai dit dans le podcast de l'année dernière, c'est la valorisation en fait du volume et de la capacité à assumer le volume avec une efficacité au-dessus de la moyenne. Donc je trouve que c'est quelque chose que parfois on sous-estime. On est souvent, quand on prend des analyses un petit peu analytiques, on est tout souvent sur le nombre de points par shoot ou le nombre de points par touche. Et on sous-estime parfois la capacité d'un joueur à pouvoir assumer du volume soir après soir, qui est quelque chose qui est vraiment difficile à répéter, et surtout de pouvoir
assumer ce volume de façon constante sans avoir de baisse, et sachant que autour de nous, il y a très peu de personnes qui sont capables de créer et de scorer d'une telle façon. Et c'est pour ça que moi, en fait, je lui ai donné la part belle. Et c'est vrai que en y réfléchissant, je pense que, enfin, dans mon tier 5, par exemple, pour, simplement pour dévoiler certaines choses, il y a des joueurs dont on va discuter. Tu vois, il y a Kyrie, Booker, Mitchell, Bill, Gobert, Bam, Young, Zion, Murray et Lavin. Donc en fait, c'est vrai qu'on arrive en fin de classement, mais je trouve que ces joueurs-là, ils ont tous ce petit quelque chose d'élite. Ils ont tous ce petit quelque chose d'élite avec juste un petit manque qui me permet pas de les mettre dans le tiers un petit peu plus haut. Et c'est vraiment le côté volume, régularité, et sachant que la saison de Washington cette année a été très difficile. Ils ont eu pas mal d'arrêts au niveau du Covid. Ils ont totalement changé leur rotation intérieure au milieu de la saison, et lui, il a été vraiment une constante toute la saison. Et malgré du coup le fait de devoir jouer entre guillemets avec Russell Westbrook, ça l'a pas impacté plus que ça. Je vais juste défendre ma crémière juste parce que pourquoi j'ai Zach devant. Tu parles de régularité sur un gros volume. Le usage de Zach LaVine cette saison, c'est 31%. Bill, c'est 34%, donc sa propre est comparable. Le true shooting de Zach LaVine est à 63%, celui de Bill est à 59%. Alors, c'est pas très très loin, mais voilà, pour moi, ils sont à peu près, enfin, je leur donne les mêmes arguments pour et contre, mais c'est pour ça que j'ai Zach un peu devant, mais j'entends que sur le talent, Bill soit devant, mais je voulais le caser comme ça, parce que je vais me faire tomber dessus sur Zach en 20, donc tant qu'à faire. C'est ça. Très bien. Par rapport à Zach, eh bien, messieurs, on va avancer, par rapport à Zach LaVine, c'est vraiment tu vois, par rapport au côté défensif, le fait de pouvoir, moi je trouve que Zach LaVine, il a vraiment beaucoup de mal dans tout ce qui est tu vois, défense loin du ballon, là où Bradley Beal, ce qu'on appelle keep the guy in front, pour rester, avoir le gars en face de soi, même si c'est pas le mec le plus rigoureux défensivement, même si c'est pas le meilleur défenseur, mais il est beaucoup plus rigoureux, et je pense que tu vois, il y a aussi un côté hargne et orgueil que je retrouve vraiment plus chez Bradley Beal. Même si tu vois, des fois il se fait battre, tu sens que tu vois, il va essayer de revenir, avoir un petit, tu vois, il va faire un late contest. C'est des choses que je vois pas en fait chez Zach LaVine en fait. Ok, Tamba, on va continuer. Et on va s'attaquer au trio de jeunes arrières à l'ouest. Pourquoi? Parce que la saison dernière, ils avaient clôturé le classement. On avait Devin Booker qui venait fermer la marche, 20e, Donovan Mitchell, 19e, et Jamal Murray, 18e. Jamal Murray qui sortait de très gros playoffs dans la bulle. Cette année, l'ordre est totalement inversé puisque Devin Booker se classe cette année 16e du DH20, Donovan Mitchell 17e, et Jamal Murray est absent. Seul Adrien l'a mentionné dans son classement, et Jamal Murray qui avait été jusqu'à 10e dans le classement de Madiane l'année dernière. C'est-à-dire que Jamal Murray a vraiment subi son année pas blanche mais quasi blanche. On va démarrer par celui qui se retrouve à chaque fois au milieu, c'est Donovan Mitchell, parce que chez nous, Donovan Mitchell, on l'aime beaucoup, on en parlera dans 2 semaines, comparé au classement des auditeurs. On a tous Donovan Mitchell, et pas seulement dans le DH20, le plus bas qui se retrouve chez nous, c'est 19e chez Alan. Moi, je l'ai même jusqu'à 15e. Ilias, tu t'étais proposé pour parler de pourquoi chez nous, on kiffe autant, quoi. Donovan Mitchell, on aime bien. Alors, de manière collective, je sais pas, j'imagine que vous aurez vos arguments, les gars. Mais alors, pour ma part, avec Mitchell, en fait, j'en suis à me poser la question des fois s'il serait pas un peu plus reconnu à sa juste valeur s'il jouait ailleurs qu'à Utah. Parce que, en fait, il y a quelque chose chez Donovan Mitchell, c'est la capacité à élever son niveau de jeu en play-off. Et ça, c'est un critère qui est quasi déterminant pour nous tous. Et on peut dire qu'il a validé ça. Et ça, il l'a validé dès sa saison rookie, en fait. Je pense que il suffit de se remémorer la série face à OKC cette année-là. Et contrairement à son acolyte Gobert qui peut de temps à autre, on va dire, être pénalisant pour le jeu du Jazz à certaines échéances de play-off, on va dire que Mitchell, il est un peu plus autonome. Il crée pour lui, il crée pour les autres. Par moment, on se demande même s'il est sérieux dans ses prises de décision et de tir, parce qu'il a une capacité de shot making par moment, c'est vraiment n'importe quoi. Et on va dire que dans le jeu plutôt posé et patient du Jazz, tu peux l'avoir en début ou en fin de chaîne.
Et c'est assez rare parce que Utah c'est une équipe qui exécute plutôt bien ses systèmes. Mais quand c'est pas le cas, tu peux compter sur Mitchell pour pouvoir justement initier une action solitaire. Et faut quand même le mentionner, et il est quand même dans le top 5 des scoreurs non assistés. Mais contrairement à d'autres joueurs qu'on a mentionnés, il le fait dans un contexte où le Jazz gagne des matchs. Et ça, c'est quand même un point qui est très intéressant. Enfin, il gagne des matchs au point d'être même le meilleur bilan de la ligue. On va dire que pour en revenir à son CV en play-off, en l'espace de 4 ans, il a déjà quand même 16 matchs à plus de 30 points, avec des pics, ça je l'ai noté, à 44, 45, 51 et surtout 57 points. Et pour rappel, le record en play-off, c'est les 63 points de Jordan, et il lui avait fallu quand même 3 prolongations pour le faire. Et par exemple, pour en revenir à notre trio de jeunes arrières, moi j'ai Booker devant, mais je suis clairement influencé par le run des Suns. Parce que dans le fond, j'y verrais rien de scandaleux à le voir devant, parce que on parle quand même d'un joueur qui a 26 points, 5 passes et 38% à 3 points avec plus de 8 tentatives par match. Et une dernière chose, et je vous donnerai la parole les gars, concernant Mitchell, c'est que au-delà d'impacter les colonnes statistiques ou le bilan de son équipe, c'est aussi quelqu'un qui est en train d'impacter l'histoire de sa franchise. C'est la première fois cette saison qu'il dépasse les 25 points de moyenne par match, et il est que le 4e Jazz à le faire. Donc les 3 autres, c'est forcément Karl Malone, Adrian Dantley, forcément il a joué à Détroit, et le regretté Pete Maravich. Donc désolé pour certains joueurs du DH20 comme notre ami le facochère volant Zion, mais il faudra encore un petit peu attendre pour passer devant Donovan Mitchell. C'est vrai, je pense, je suis celui qui a Mitchell le plus haut, mais la constance dans des perfs inhumaines, ça c'est pas un run en fait. C'est à chaque fois qu'il y va, il met des tirs qui sont complètement impossibles. Enfin, il y a un moment où là c'est peut-être un biais, mais je suis obligé de faire peser ça. Enfin, c'est contre toutes les types d'équipes, il a des mecs plus petits, plus grands, etc. Il a tout fait. À chaque fois, il y a bulle, pas bulle. Incroyable. C'est pour ça, pour moi, dans ce trio, pour revenir à la question centrale, donc Mitchell, Murray, Booker, moi, il est passé, donc chez moi, un demi-tiers, on va dire, devant. Ils sont toujours très serrés. Alors effectivement, il y a eu ce run des Suns, mais Mitchell a, ce que tu disais, Elias, ok, on l'a vu en saison 1, mais là maintenant, il ne fait que confirmer, c'est-à-dire qu'il est inhumain chaque année. Et donc, et il y a un moment donné, il faut donner du crédit à ça. Et pour moi, c'est là où Jamal Murray, forcément, est un peu pénalisé par cette saison, comme tu l'as dit, Ben, qui est pratiquement blanche. Et Devin Booker, eh bien voilà, on a vu le premier run, il est relativement impressionnant, faut dire les choses, même si on a aussi vu que certaines limites à des moments de hero ball peu fructueux, on va dire. Pour moi, Devin Booker, il a encore cette petite astérix à confirmer dans ces trois-là, là où pour moi Donovan Mitchell, c'est bon, les cases sont cochées. Ce gars-là est pour reprendre les termes d'Alan, est un spadassin en play-off. Et il le sera chaque année. Madiane, je l'ai cité, t'es celui qui avait Murray le plus. C'était le point qui avait fait réagir dans le DH20 l'année dernière. Cette année, je crois deviner les 2 points qui ont fait deviner, mais on tease pour la suite. Tu l'as pas, et tu as Booker devant Mitchell dans le même tiers de niveau. Comment t'expliques un peu la réflexion autour de ce trio de jeunes arrières? Murray, c'est un cas difficile en fait à juger. C'est ce que j'avais dit, c'est qu'il sortait d'une bulle complètement débile. Enfin vraiment, c'était n'importe quoi. Honnêtement, sa bulle, c'est. Ses premiers playoffs étaient très bons aussi, il faut le dire aussi. Ouais, oui aussi. Il sauve les Nuggets d'une élimination au premier tour lors de ses premiers playoffs. Les deuxièmes playoffs, il sort une bulle incroyable. Et moi, je suis là. Et je dis, c'est quoi son niveau? Et j'ai pris le parti pris de dire, ok, on va partir du principe que son niveau c'est la bulle. Si son niveau c'est la bulle, c'est ça. Et j'ai mis 10. Après, forcément, c'est ce que j'allais déclarer l'an dernier. Ça peut très vite se pondérer. Il a eu une entrée en matière un peu difficile cette année. Logique, la fatigue. Beaucoup de joueurs qui sont allés loin dans la bulle ont eu du mal à rentrer dans cette saison parce que c'était un peu proche. Après, il s'est remis très bien et il aligne une excellente saison. Mais j'avais pas l'impression, et c'est clair, vu que l'autre joueur était MVP, que c'était le meilleur joueur de son équipe. Enfin, clairement, c'était pas le cas. Donc du coup, je me suis dit bon, ok, il est derrière. Et ensuite, il s'est blessé et j'ai pas vu ses playoffs.
Et j'ai dû pondérer tout ça, faire rentrer le facteur blessure. Je savais pas où le mettre, et à force de pas savoir où le mettre, il était 20, et à un moment, j'ai mis Zayed. Parce que je me suis dit, je sais tellement plus, c'était quasiment inclassable. Et je me suis dit, autant le sortir, parce que c'est quasi inclassable. Je ne sais pas où en est ce joueur, où est-ce qu'il en sera à son retour. Est-ce que du coup, oui, je pense qu'il y retournera du coup l'an prochain s'il fait une saison complète. Je le pense sincèrement, mais je sais pas où le mettre parce que j'ai besoin de voir un autre run de playoff des Nuggets avec Jamal Murray pour me refaire une opinion. Par contre, s'il ressort des playoffs historiques, vous allez le revoir très très haut parce que. Mais non, mais c'est ça, c'est là qu'il y a un problème en fait. Je suis désolé, hein. C'est là qu'il y a un problème. S'il faut qu'il refasse ça pour remonter H20, moi. Non, mais non, il rentre. La question c'est où est-ce qu'il est. Est-ce que il passe un Donovan Mitchell qui aligne les tartes en playoff? Mais Murray, il aligne des tartes en playoff aussi, hein. Oui, pour moi en fait les trois arrières sont dans un espèce de mouchoir de poche, les trois en santé. Il y a un espèce de mouchoir de poche Booker, Mitchell, Murray qui peut se créer. Mais il faut une confirmation quand même s'il a fait d'excellents runs de playoff, il faut pas qu'il se blesse. Il va aller au bout, il va faire de très bons playoffs. Mitchell aussi se blesse en playoff. Mitchell aussi se blesse en playoff. Et ça il a joué la moitié de ses playoffs blessés cette année. C'était sa cheville qui le gênait énormément. Mais il joue, tu vois. C'est bête, mais il joue. Ouais, il joue parce que c'est pas les. Ouais, mais vers la fin c'était difficile. Hein. Et il a quand même loupé des matchs clés de mémoire. Le truc, c'est que je pense que je te laisserai, Adrien. Quand tu prends le DH20, on parle aujourd'hui de 12 à 20. Les 11 premiers sont dans une autre stratosphère, c'est des mutants. Je vais pas spoiler, mais dans les mecs d'après, t'en as plein qui sont allés déjà très 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 loin en playoff, qui ont mis des tartes monumentales. On parlait de Kyrie quand même. Alors certes, le souvenir commence à dater, mais c'est des performances inhumaines en finale NBA. Il y a un moment où en fait, je comprends. Il faudrait qu'on commence à l'étendre parce que ça devient, oui, on demande à un joueur d'être totalement inhumain pour rentrer. Je vais lancer Alan un peu sur Jamal Murray absent et puis sur Devin Booker parce que j'ai l'impression que Booker, c'est un peu le Jamal Murray de cette année. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, on a eu la campagne de playoff, mais est-ce qu'on essaye de pas trop s'enflammer, mais on est un peu dans une retenue qu'on a du mal à contrôler? En réalité, moi, je suis assez fier de ce qu'on avait fait à l'année dernière. C'est que, Madiane l'avait mis en 10 et en vrai, ça pouvait se comprendre, mais l'année dernière, on n'a pas surréagi sur tout ce qui s'est passé. Je me souviens Mitchell était un tout petit peu dehors du DH20, mais je crois qu'on avait tous Booker dans le DH20. 18, 19, 20. Voilà, on était beaucoup à les avoir. Parce qu'on avait identifié ce trio-là et parce que on est dans un sport collectif où là, on nous demande de juger individuellement. En réalité, tout le monde parle des énormes cartons que met Mitchell, c'est vrai. Les gars, Devin Booker, il a envoyé des playoffs aussi par moment. Enfin, le shot making qu'il a mis en avant, c'est hyper impressionnant. Moi, vraiment, ces 3 joueurs-là, j'étais dans le même mouchoir de poche et comme j'ai expliqué en introduction, malheureusement, Jamal Murray, il reste dans le même tiers, mais il baisse un peu de place parce qu'il s'est fait les croiser. Mais il sort de sa meilleure saison en carrière. Après la bulle, moi, c'était vraiment ce que je voulais pas, c'était qu'on pense qu'en fait, il allait arriver et devenir Damian Lillard, en fait. Et donc, c'est pas son niveau, en fait. C'est pas son niveau. Mais il était en 21-4-5 à 47% au tir, 41% à 3 points. En 33 matchs, il a fait 33 matchs de playoff en 2 saisons où il y a pas que Utah et après les cartons. Il y a la première année contre San Antonio, comme l'a dit Madiane, et la série contre Portland, qui va en 7, où, il y a le fameux match qui va en 3 prolongations de mémoire. D'autres matchs aussi où il est super bon. C'est un genre de playoff. C'est toi, Ben, qui est dans le DH20 l'an dernier. C'est pas juste la bulle de 2020, Murray en playoff. Il y a l'année d'avant aussi. Et Mitchell, pareil, gros, c'est un genre de playoff. Enfin, il y a rien à dire là-dessus. C'est un mec qui élève son niveau. Rien à dire. Et qui a le jeu, en fait. En plus, a le jeu pour ça. Et Booker, moi, Booker, je l'ai aussi. Je suis peut-être un petit peu influencé par les playoffs, mais j'ai Booker 18, Mitchell 19, Murray 22. Ils sont dans le même. Il y a pas eu, par rapport à l'année dernière, une saison de l'un qui m'a fait monter l'autre, ou une saison qui m'a fait descendre. J'ai ces 3 joueurs-là encore dans le même paquet. Tom, je t'en prie. Je dois donner la parole à Adrien après.
C'est ce qu'on disait globalement, tu vois. Enfin, là c'est c'est vraiment très difficile de séparer ces gars-là parce que ils sont tous énormes et en playoff ils ont tous déjà prouvé quelque chose. Je pense que tu vois par rapport à Jamal Murray, l'absence de playoff, c'est un point négatif pour lui malheureusement par rapport aux deux autres. Puisque les deux autres cette année encore ils ont été exceptionnels au playoff, tu vois. Quand tu regardes par exemple Donovan Mitchell il finit avec 35% d'usage, 37% d'usage et 60% de true shooting. C'est irréel alors que le mec a affronté les Clippers et il était limite sur une seule jambe. Donc c'est exceptionnel. Et puis pour revenir sur Devin Booker, sur Devin Booker, c'est vrai qu'on avait déjà on attendait de le voir en playoff, mais c'est vrai qu'on était tous sûrs que en fait le joueur que c'était, il y avait pas faute, en playoff ça aurait pas changé beaucoup puisque c'est un joueur on va pas dire que c'est uniquement un joueur de 1 contre 1, mais c'est un killer en fait. C'est un killer et ça on le voyait déjà en saison régulière et là il a montré à chaque fois que le niveau s'élevait, lui il élevait un petit peu plus son niveau scoring. Alors oui, ça va pas être l'ultime playmaker Enfin, Devin Booker, c'est comme si c'est un peu Tatum en plus petit. C'est genre, c'est pas le, tu vois, le playmaker ultime. Par contre, lui, quand il va avoir un match-up, il va travailler. Moi, je trouve que ce qui a été sous-estimé chez lui, c'est vraiment sa palette offensive et tout ce qu'il est capable de faire offensivement qu'on lui demande uniquement de scorer. Donc, il va faire du scoring sans ballon, il peut faire un peu de playmaking, il est excellent au poste, il est très puissant au poste, il sait très bien profiter de ses adversaires et vraiment sur le côté je parlais beaucoup du côté volume, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et c'est pas un mec qui va se cacher quand il y aura les moments chauds, il faudra mettre un panier. Et on l'a vu, le match contre les Lakers, il fallait close la série contre les Lakers, il balance 47 points. Tu vois, le match contre Denver, il balance 33-11-4 aussi. Donc, c'est des matchs où à chaque fois où il a fallu finir un adversaire, il a été au rendez-vous et il a produit avec volume, même si l'efficacité n'a pas toujours été là. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, notamment dans le rôle de scoring pur. Seul petit bémol pour Devin Booker, moi je l'ai. Jamal Murray aurait été dans une année normale. Alors, juste une chose aussi, je suis pas d'accord avec vous sur les playoffs. Pour moi, c'est la saison régulière. Prenons la saison régulière de tous les mecs en bas du DH20. Je peux pas spoiler la suite, mais alors il y en a qui sont des locks, qui sont sûrs d'être là. Devin Booker est dans une équipe qui fait un carton pas possible à l'Ouest. Donovan Mitchell est dans une équipe qui fait un carton pas possible à l'Ouest. Et il y a les autres qui sont un peu moins bons. Quand on compare aux deux autres, les deux autres, ils ont seulement joué, mais ils ont impressionné. C'est ça la différence. Ils ont pas seulement, sur la saison régulière, ils étaient là et ils ont fait des choses déjà. Donc c'est plus que les playoffs, selon moi. Enfin, on a vraiment pas trop vu Jamal Murray, qui en plus, historiquement, démarre toujours mal ses saisons. C'est l'anti-Porzingis, en fait. D'accord. Donc, alors, franchement, si t'enlèves son début de saison qui a été très compliqué, quand il est rentré dans le rythme, je dis pas ça, mais je pense c'est la comparaison, c'est pas seulement les playoffs, en fait. On l'a pas vu, en fait. Et les autres dominaient pendant ce temps-là. Ah, je suis pas trop d'accord, je suis avec toi, Madiane, hein. C'est-à-dire qu'au moment de l'arrivée un peu quelques semaines avant les playoffs, quand il y a encore Jamal Murray, moi, justement, je me dis, cette équipe de Denver en santé, ça va être extraordinaire. Ouais, avec Aaron Gordon, etc. Vraiment, ils ont fait 4 matchs, les gars, ensemble. Ben oui, mais il est monté, non, mais c'est surtout, ils sont montés en régime au fur et à mesure, et vraiment, il a une entrée en matière très difficile, mais très vite après. Et même, je trouve que ses moyennes ne reflètent pas à quel point il a été bon une fois qu'il a passé les 10-15 matchs de flottement. Derrière, il a sacrément envoyé. Et il était avec à côté de lui, quand même, Jokic qui a fait une sacrée saison aussi. Donc en plus, je suis désolé, il avait quelqu'un qui prenait aussi énormément de volume. Faut aussi voir ce que c'est. Booker a certes aussi le problème avec Chris Paul, c'est un peu moins le problème pour Donovan Mitchell. Donc moi franchement sur Jamal Murray, je serais très indulgent sur sa saison régulière. Pour moi, elle est d'excellente facture. C'est sa meilleure saison régulière en carrière en plus. C'est sa meilleure saison, ouais. Je crois que vous n'avez pas très bien compris mon problème. Si je devais paraphraser. Non, bref. Non, mais bref, je l'expliquerai autrement en dehors du podcast. Peut-être que je l'ai mal formulé. Chris Paul, on parlait de grosses campagnes de playoffs. Chris Paul a goûté au final NBA. Malheureusement, il a pas réussi à accrocher le Graal. Ce qui est intéressant, c'est que Chris Paul a fait
une très grosse campagne, un peu gêné par les blessures, mais que dans le DH20, il n'y a pas de changement outre mesure. On est toujours à peu près sur les mêmes niveaux. Et je vais te donner la parole à toi, Ilias, parce que tu es celui du podcast qui a Chris Paul le plus bas. Tu l'as 20e. Alors, comment tu l'expliques que tu as Chris Paul, juste voilà, à la limite, à la porte d'entrée? Moi, je vais le concéder. Enfin, Chris Paul, un peu à l'image peut-être de Adrien avec Lavigne, il y a un côté affectif, mais c'est également aussi à la fois un peu ma wildcard. J'estime qu'aujourd'hui, ça peut-être faire débat, mais des joueurs comme Trae Young, Zion Williamson et beaucoup d'autres qui actuellement ne sont pas dans le DH20, peut-être comme Bam Adebayo et d'autres, sont plus impactants dans les chiffres et peut-être même dans la production du jeu qu'un Chris Paul. Après, disons que moi je suis pas trop du genre à surfer sur un épiphénomène ou un événement isolé pour valoriser un joueur, mais clairement, enfin, on parlait tout à l'heure de qualité élite et Chris Paul, en fait, il dispose d'une qualité qui est en fait pas chiffrable ou quantifiable, et c'est le leadership. C'est peut-être en fait le plus gros leader de la ligue avec son ami LeBron, et c'est en fait le mariage parfait, en fait les qualités de Chris Paul, ou en tout cas celles sur laquelle il est encore élite, avec en fait le besoin que représentait l'équipe des Suns en sortie de bulle. C'est-à-dire que c'est une équipe qui n'attendait que lui, en fait. Et l'alliage a été juste parfait. Et on va dire que les qualités basket et de leader de Chris Paul s'y prêtaient parfaitement. Parfait pour jouer sur pick and roll avec Ayton, parfait pour alimenter des shooters comme Bridges ou Crowder, et surtout en fait décharger Booker de l'ultra playmaking pour le laisser en fait alimenter la marque là où il est en fait le plus prolifique. Et comme on le dit souvent chez nous au DH20, chez Dunk Hebdo, c'est toujours bien en fait d'avoir plusieurs porteurs de balles élites. Et donc c'est à travers ce facteur en fait que j'ai pu classer certains joueurs par rapport à d'autres, et c'est grâce à celui-ci en fait que j'ai réussi à réintégrer Chris Paul dans mes 20. Très bien. On devrait renommer le podcast le DH20, en fait. Ça sert à quoi d'appeler ça? Vu qu'on en parle la moitié du temps. Bon, donc, on va avancer, on va finir avec les 3 joueurs d'aujourd'hui. Je rappelle juste, du coup, le classement. Trae Young, 20e, Kyrie Irving, 19e, Bradley Beal, 18e, Donovan Mitchell, 17e, Devin Booker, 16e, Chris Paul, 15e. On a passé beaucoup de temps à parler des Suns, donc bon, Chris Paul, on va passer. Et on va s'attaquer. Alors, je vous avais dit, il y a 2 moments où ça peut-être chauffer. On a eu un prélude avec Trae Young, mais en fait, bon, ne vous inquiétez pas, les auditeurs, j'adore Alan Guillou. Passons. Ce cher Alan Guillou, qui n'a pas inclus Jimmy Butler dans son classement. C'est-à-dire que selon Alan Guillou, qui a un surnom qui m'a demandé de ne pas répéter dans le podcast, je ne le ferai donc pas, en bon ami. Que les gens viennent me voir sur Twitter, je leur donnerai en... Ok. Ilias, lui, s'en fiche. Tu ne considères donc pas Jimmy Butler comme un des 20 meilleurs joueurs NBA à l'instant T. On a mis face à toi Madiane. Madiane, tu me l'as classé 9e. C'est ça, tu es celui qui a Jimmy Butler le plus haut. Tout à l'heure, j'avais donné Alan en premier dans son affrontement. Là, je te donne le luxe d'être 2e, Alan. Et on va commencer par toi, Madiane. Alors, Jimmy Butler, 9e, c'est ça. Jimmy Butler, ça fait 2 DH20 que je défends le dossier. Parce qu'en fait, moi je comprends que ça a pas l'air impressionnant niveau stats, etc. Moi en fait, je regarde toujours, c'est ce que j'avais déjà dit l'an dernier, je redirai la même chose, c'est que je regarde sa carrière dans son ensemble, et à chaque fois où il a été dans un endroit, il a rendu l'équipe meilleure, et quand il est parti, l'équipe était nulle. Pas moyenne, genre vraiment il a laissé 2 cadavres de franchise derrière lui. Désolé, Adrien. Littéralement. 3, c'est vrai, il y a les Bulls aussi. Ne pensez pas à nous. Je parlais que des Wolves et de Philly qui sont catastrophiques depuis son départ. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le cadavre des Bulls à mentionner. Non mais, voilà. Donc, moi, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un hasard ou pas? Et je me dis quand même, 3 coïncidences comme ça, c'est beaucoup. Il a un run incroyable dans la bulle, et oui, il y a des défauts à Jimmy Butler, le supporting cast qui est nécessaire, le niveau qu'il demande à ses coéquipiers. Quand ça se passe mal, on l'a bien vu, ils se sont fait sweeper, et salement cette année en playoff, mais il a eu une année
enfin, je suis désolé, tout tournait mal en fait dans cette équipe. Ils auraient pas pu avoir autant de difficultés à se mettre en place, et c'est pour ça que j'ai gardé beaucoup d'indulgence et que j'ai laissé Jimmy Butler très haut, parce que j'imagine très fort que cette saison va permettre peut-être de beaucoup mieux juger dans un contexte un peu plus simple et plus sain cette équipe du Heat. Et donc c'est pour ça que je le garde très haut, c'est que je valorise énormément ce joueur par un apport qui peut-être ne se reflète pas dans les stats, mais plutôt un peu à l'image d'un Chris Paul ailleurs. Et puis voilà, enfin une saison très difficile, mais pas que difficile que pour lui, et c'est peut-être ce qui a expliqué la déroute du Heat en play-off cette saison. Pour expliquer à quel point l'absence de Butler est une vraie différence par rapport à tout le monde, Madiane le classe donc 9e, il est 12e chez Adrien et Tom. Chez moi, on le retrouve à la 14e place et à la 13e chez Elias. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un joueur qui s'est glissé dans certains classements en catimini, certains membres du podcast, on est sur un joueur qui, pour tout le monde, est à sa place dans le DH20, d'où la position de Monsieur Alain Guillot, qui a pris des notes. Tu es dans la team notes. Faut prendre des notes dans ces podcasts-là, les gars. Toujours, j'ai le stylo à la main depuis le début. Allez, je te laisse parler, Alan. Bon, déjà, quand j'ai envoyé le classement, c'était quoi, mardi, je crois, ou lundi. J'ai vu que ça a fait réagir. Donc, j'ai été revoir un peu de Jimmy Butler. J'ai réécouté sur Jimmy Butler. J'ai fait une étude statistique de ces 5 dernières années en playoff. Et mon avis n'a pas changé, en fait. Mon avis n'a pas changé. Déjà, il est dans le même tiers. Il est 21e chez moi, Jimmy Butler. Il est dans le même, et mon tiers commence très haut. Mon tiers commence, je vous le dis, à la 10e place. J'ai 17 joueurs, en fait. C'est peut-être beaucoup. Je peux te couper, tu le qualifierais comment ce tiers? Parce que je t'avoue que ça, on en a pas parlé, mais moi, en fait, t'es celui de l'équipe qui en a le moins, donc du coup, moi, il m'intéresse, c'est quoi, en fait, à partir de 10, en fait? J'avais dit l'année dernière, premier tiers, option numéro 1 d'une équipe qui peut jouer le titre tous les ans. Avec n'importe quoi. Deuxième tiers, première option d'une équipe qui peut aller en finale NBA, selon moi. Là, c'est première option d'une équipe qui peut aller en finale de conf. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, en 2021, si Jimmy Butler est ton meilleur joueur, tu peux pas aller en finale NBA. Ça s'est passé il y a un an. Je vois plus ça comme une anormalité qu'une normalité, comme quelque chose qui ne pourra pas se refaire plutôt que quelque chose qui peut se faire. Et je sais pas pour ça que j'enlève du crédit sur la bulle. C'est même l'inverse. Je donne énormément de crédit sur ce qu'il a fait dans la bulle. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui peut se refaire, une équipe avec Jimmy Butler. Alors peut-être oui, à l'Est, il y avait eu c'était un alignement des planètes. Atlanta a eu un certain alignement des planètes cette année. Il y a tout le temps des alignements des planètes. Boston pas jamais à 100%. Si Philly avait été là, Milwaukee, ils battent Milwaukee, mais en vrai, ils auraient pu perdre contre Milwaukee dans la bulle. Enfin, on s'en souvient, Milwaukee était une très bonne équipe. Ça s'est bien passé sur des fins de match. Et il a beaucoup de crédit pour Jimmy Butler là-dessus, pour Spo et pour tout le 8. La réalité, c'est que moi, je valorise beaucoup l'aspect offensif. Et pas l'aspect offensif de saison régulière, l'aspect offensif de playoff. Et moi, philosophiquement, un joueur qui a du mal à avoir un pull-up à 3 points, en tant qu'option numéro 1 d'une attaque, je pense que ça te limite énormément sur les playoffs. C'est un très bon joueur de mi-distance. Tom a essayé de me mettre dans les cordes cette semaine parce qu'on a fait un peu l'étude statistique avancée de Jimmy Butler. C'est-à-dire que oui, il a un fort taux d'usage, mais un très bon true shooting cette année, aux alentours de 60%, ce qui est très très bien, parce que c'est un très bon joueur de mi-distance. Cependant, pour les playoffs, même les meilleurs joueurs de mi-distance ont au moins l'arme du 3 points. Kawhi, Booker, Chris Paul, avec la magnifique prononciation, et d'autres même, tandis que pour moi, alors je vais choquer, mais on y va, hein. Je l'ai dit cette semaine, pour moi il se rapproche beaucoup plus de DeMar DeRozan. Ah, tu tues ton argumentaire, t'aurais pas dû se dire ça, t'étais bien parti. T'étais bien parti. Bon, et offensivement aujourd'hui, d'ailleurs je pense que c'est parce que les gens regardent pas assez les Spurs, mais DeMar DeRozan est un excellent joueur de basket, je crois qu'Adrien est très content de l'avoir récupéré. C'est un excellent playmaker, c'est un joueur qui est très bon en mi-distance, mais je pense qu'en playoff, il y a peut-être des limitations sur le jeu individuel. On passe
Mais voilà, Butler, en 2 ans à Miami, c'est 54 sur 221 à 3 points, donc c'est un souci en termes de pourcentage, un souci en termes de volume aussi. Dans la bulle, j'ai un petit peu, quand on dit oui, à côté de lui, tout le monde mettait dedans dans la bulle, c'est pas vraiment vrai. J'ai été refaire l'étude statistique, les joueurs avaient des pourcentages assez, et tout le monde n'était pas 40%. Enfin, c'est une idée un peu reçue que j'aime bien des fois dire pour essayer de titiller les fans du 8, mais c'est pas tout le temps vrai. Par contre, dans le clutch, ils étaient tous incroyables dans la bulle. Dragic, Hero, Robinson. C'était presque indécent d'ailleurs. C'était indécent. Alors je dis, bien sûr que ça a aidé Jimmy Butler. Jimmy Butler, chez moi, il est 21e. Si tu me le mets 15e, je te dis que t'as sûrement raison et que j'ai sûrement tort. Je dis juste que moi, dans ma valorisation, je valorise l'attaque au-dessus de la défense. Et la défense, c'est quand même le gros argument, un des gros arguments pour Jimmy Butler. Et je pense, oui, que dans une construction d'équipe pour aller loin en playoff, aujourd'hui, je préfère d'autres joueurs avant lui. Je préfère Donovan Mitchell. Je préfère Devin Booker. Je préfère Zion par rapport aux arguments que tu viens d'exposer. Mais le 20e, c'est Ben qui l'a dit, c'est toujours. On est bien d'accord. C'est juste pour t'embêter, mais. Non, aujourd'hui, Jimmy Butler est un meilleur joueur que Zion Williamson. Puis en plus, les deux ne tirent pas. C'est plus problématique pour l'un que pour l'autre. On veut quand même. Mais je préfère Kyrie Irving aujourd'hui à Jimmy Butler. Si je veux aller loin en playoff, je préfère avoir Kyrie Irving que Jimmy Butler, franchement, pour la je ne veux jamais Kyrie Irving en option 1 par rapport à Jimmy Butler, ne serait-ce par qui est Kyrie Irving et qui est Jimmy Butler. Ouais, mais ça, c'est ça. Et là, non, je suis désolé. Non, je suis désolé si je construis une équipe et que je veux aller loin en playoff, c'est Butler, Irving, et c'est pas l'inverse. Alan, même si Alan a été long sur Butler, il y a quand même un truc qui est pas palpable, on l'avait déjà dit l'année dernière, c'est que moi je considère que c'est le joueur le plus inclassable du DH20, il est magnétique. Il y a un truc, quoi. À chaque fois, Madiane l'a dit, et à chaque fois l'équipe... Oui, mais... tu vois. C'est vrai. Minnesota, avant sa blessure, était dans le top 4 à l'ouest. Oui, mais parce que c'est la saison régulière. Thibodeau faisait jouer tout. Il y a toujours des arguments. Vous avez raison sur ton argument, mais il y a non, parce que il s'en va de l'équipe, ils sont à 2 doigts de pas y aller. Oui, mais ils sont passés de 4e à pas y aller. Mais oui, mais t'as raison. Et ensuite à nul. Il veut le mettre à mort. Dramatique. Mais c'est pas nul. Mais c'est pas que de la faute de Jimmy Butler, ils étaient super bons. Excuse-moi. Mais non, mais c'est pas que grâce à lui. Et il y a d'autres joueurs. Il y avait il y a d'autres facteurs. Mais tu t'en rappelles de sa dramatiques. Ouais, comme lui en playoff contre Houston. Mais ça, t'en parles jamais, par exemple. Mais évidemment, il revient de blessure. Enfin, ok, donc blessure. Après, est-ce qu'il t'a vraiment super impressionné durant les 2 tours avec Philadelphie? Parce que t'as dit qu'il a détruit Philly. Philly a fait leur 2e tour cette année. Ils vont pas en finale de conf. Ouais, mais enfin, Alan, ils sont à un tour dans le cerceau il passe au shoot le plus chanceux de l'histoire de passer. Ah, peut-être, mais cette année aussi. Est-ce qu'il t'a impressionné avec Philly en playoff? Moi, non. Personnellement, non. Je suis désolé. Franchement, je te trouve très dur. Je trouve que je suis haut sur Butler et je suis prêt à le reconnaître. Je te trouve très très dur envers ce joueur. Je trouve que effectivement il y a quelque chose au-delà du terrain et des stats, et moi il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que moi aussi ce que m'a montré Giannis, c'est que un joueur sans pull-up avec la bonne construction, ça peut peut-être le faire. Alors oui, ça demande d'autres choses, mais ça peut peut-être le faire. Moi je dis que ces joueurs-là ont une place et peuvent emmener loin une équipe sans forcément être élite au tir. Et au-delà de ça, justement, je trouve que la comparaison avec DeMar DeRozan n'a rien à voir. DeMar DeRozan n'est pas un leader qui peut emmener son équipe avec lui. DeMar DeRozan, je pense, rêverait d'avoir un tiers des accomplissements de Butler sur les playoffs, parce que DeMar DeRozan a toujours été dramatique en playoffs. Ce qui est pas forcément le cas de Jimmy Butler, qui a pu montrer, alors pas tout le temps, effectivement, il y a des contextes où il a pas été bon, et il faut le reconnaître, il a peut-être des limites. Néanmoins, DeRozan en playoff, ça a toujours été dramatique. Mais je parle pas de ça, en fait. Je parle de la saison 2020-2021. Aujourd'hui, du jeu offensif des deux joueurs. Pour moi, ils ont un jeu qui est similaire. Ouais, mais t'as un espèce d'historique non, mais DeRozan, je trouve, par exemple, est meilleur en playmaking cette année. Butler était excellent en playmaking cette année. Je crois que tu penses qu'il a fait une de ses meilleures saisons en carrière en termes de playmaking. Non, mais vraiment, je trouve que tout le système des Spurs était basé sur DeRozan avec des jeunes autour qui
faisait un peu mumuse et c'était très marrant à regarder jouer. Mais vraiment, je trouve que tu sous-estimes Butler, je surestime peut-être sans doute, et peut-être que je mise beaucoup sur Miami cette année et que je devrais pas anticiper autant. Néanmoins, il y a quand même une vérité un peu au milieu. Il est pas en dehors du Vas-y, Adrien. Vous verrez pas les top mêmes 10. arguments en fait finalement. C'est-à-dire que En fait, vous parlez pas le même langage. non, mais c'est sur la façon dont on construit nos classements et c'est ça qui est intéressant. C'est que on C'est met ce qu'on pas valorise. voilà, qu'est-ce que tu valorises le plus? Alan est sur le terrain texto très proche du texte, comme diraient certains. Là où Madiane reprend l'argument qu'a donné Ilias sur CP3. C'est vrai que tu mets Butler dans une équipe, tout de suite ça devient une équipe. Alors peut-être pas contender pour le titre, mais en tout cas tout de suite compétitive. Et c'est des choses un peu intangibles. Et c'est vrai que l'argument d'Alan de dire je préfère en option 1 offensive d'avoir Irving, Mitchell, Booker, moi je peux l'entendre, mais sauf que Irving, Booker en option 1 tout seul, on a déjà vu ce que ça donnait. Tu vas nulle part. Donc et après comment Butler tu pondères ça? Oui, c'est la saison régulière. Si l'équipe est pas bonne à côté, tu vas nulle part avec personne, sauf si t'as LeBron ou KD. Donc c'est toujours. Je suis d'accord, mais après Butler, il faut toujours traîner dans des bons endroits. Alors oui, il les laisse après. Pour moi, il y a les deux aspects du truc à voir. Oui, quand il part d'un endroit, c'est souvent ça peut tomber en lambeaux. Même si Philly, je vous trouve dur parce que Philly, ils ont été en finale de conf et ils sont bien là où ils sont. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a une finale de conf où il passe à un shoot, comme a dit Ilias, chanceux de battre le futur champion en titre. Il y a une finale de conf où ils sont éliminés par une équipe où on donne pas une chance à Atlanta avant c'est pas la même demi-finale de conf, en fait. C'est genre deux pôles opposés complètement en finale de conf. Mais moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Benjamin qui m'a appris à regarder les faits. Regardez comment ça se termine à la fin. Donc, tu ne t'en sortiras pas avec ça. Alors que j'allais te défendre, en plus. J'allais te défendre. Une petite chose, les gars. Je trouve que quand même l'année dernière, on a été trop, influencé par l'instant et par ce qu'on avait vu, en fait, du Heat. Pour ensuite classer Butler dans notre BH20. Les gars, même chose avec Booker cette année, si tu veux. On s'est enflammé. c'est super compliqué et c'est pour ça que j'admets que je suis sans doute un peu haut. Mais je suis pas d'accord avec ça, les gars. On l'a 9e. BH20, c'est obligatoire. Là, en gros, pour nos auditeurs, il est 13e on l'a 9e et c'est un peu la 10e place de Madiane qui fausse un peu tout. On est que 6, donc une variance si haute d'une personne. Madiane le met 3 places en bas. Pour moi, les 10 meilleurs joueurs de la NBA, ce sont 10 joueurs et j'en parlerai peut-être la semaine prochaine, mais c'est 10 joueurs qui sont, selon moi, capables d'être MVP d'une saison régulière. Qui peut-être même ne le seront jamais, même si on va dire que au moins peut-être 4 ou 5 d'entre eux l'ont déjà été et peuvent encore l'être. Mais on voit par exemple que Jokic l'est devenu. Mais est-ce que Jimmy Butler a la capacité à devenir MVP d'une saison régulière? Mais est-ce qu'on se contredit pas un peu là parce qu'on dit qu'on fait peser les playoffs? Certes, mais alors à ce moment-là, Alan nous a donné des arguments pour nous dire que certes, il a été bon dans la bulle, mais que ses performances en playoff sont plutôt en dents de scie. On n'est pas sur quelqu'un qui a de la continuité dans ses performances en playoff. C'est dur quand même. Moi en fait, il est dans mon 3e tiers devant le gros tiers de. Le TH20 Jimmy Butler. On joue la victoire avec ses joueurs. On a ensuite le tiers de, on peut jouer la victoire avec ses joueurs si en face, juste au-dessus il y a des accidents. Et ensuite il y a un autre tiers qui, moi, s'appelait soit elite leader / lieutenant plus. Madiane, je te pose une question. Aujourd'hui, si Jimmy Butler c'est ton meilleur joueur, est-ce que tu peux aller en finale NBA? Non. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais c'est juste que je vous... Eh ben, on va parler de lieutenant. J'ai été gentil, mais là, faut couper. Faut savoir s'imposer. Muscler son jeu. C'est écharpé, là. Ok. Eh ben, on va rentrer et on va parler d'un joueur qui est souvent, en fait, comparé à Jimmy Butler. C'est Paul George. Paul George. Alors, c'est marrant. On a fait un petit jeu pendant la saison régulière. À l'époque où je tenais encore le compte Twitter. Maintenant, on salue Gabin et Antoine qui le tiennent très très bien, le compte Twitter de Dunk Hebdo. Paul George, on avait posé ça au moment de la série contre Dallas. On avait demandé aux gens quel joueur doit quitter le DH20. Rafale de Paul George. On demande la même question une semaine après que Paul George fasse ses trucs face aux Suns. Et là, plus de Paul George. Bizarre. Il a totalement disparu. Donc du coup, Adrien, est-ce que sa campagne en playoff, ça l'a sauvé, Paul George, du DH20? Alors, réponse simple, réponse courte, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on attend de Paul George, en fait. C'est-à-dire que quand Paul George rejoint depuis quelques années
d'autres joueurs de ce fameux DH20 pour être le lieutenant, le 1.5 on va dire de ces équipes. On attend de Paul George que justement en contexte de play-off qu'il soit capable de prendre le relais sur certaines séquences, d'être le meilleur joueur sur le terrain. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors malheureusement dans un contexte où il était forcé d'être l'option 1 suite à la blessure de Kawhi. Mais je pense que ça le sauve d'une légère dégringolade par rapport à certains joueurs justement qu'on a évoqués précédemment qui ont fait des coups d'éclat. Après, il y a aussi quand même cette continuité, même si on est dur sur Paul George parce que il y a des moments où il a disparu parce que il s'est peut-être trop reposé sur son shoot. On l'avait dit, on l'avait critiqué là-dessus. Il allait moins vers le cercle. Là, il a retrouvé une certaine agressivité, peut-être par une forme d'ego. Je sais pas exactement l'expliquer comment, mais oui, c'est ces playoffs-ci qui nous permettent de dire, ok, Paul George est toujours à ce rang en 2021, comme le dit Alan. Et à un moment donné, là, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Avec un Paul George comme on l'a vu et un Kawhi en forme, il est probable que les Clippers soient bien plus dangereux que malheureusement ils ont pu l'être sans Kawhi. Tom, même avis. Est-ce que ça a réhabilité le Paul George qui, quand même, l'année dernière, de tout notre DH20, alors certes, beaucoup de gens s'étaient acharnés sur le pauvre Madiane, sur Jamal Murray, mais il y avait Paul George, on avait été ciblé pour Paul George. Est-ce que là, on est un peu plus crédible quand on classe Paul George 14e? Ouais, c'est même pas une histoire de crédibilité. Je pense que Paul George, c'est un joueur qui, on le disait, c'est un joueur qui a des performances très sinusoïdales en fait, d'un moment à un autre. Et même si tu vois, si par exemple tu vois Paul George, c'est un mec qui va te finir une saison, je sais pas moi, 25 points par match, mais tu auras beaucoup de matchs à je sais pas moi 35, 40, et après tu auras pas mal de matchs aussi à juste 15-20. Et en fait, c'est juste l'assemblage de tout ça qui va donner la moyenne, mais dans ses performances, Paul George est un joueur qui est assez irrégulier. Je pense que surtout ce qu'il a sauvé, c'est le fait de pouvoir jouer sans Kawhi et de redevenu un peu la première option offensive, le premier ball handler entre guillemets d'une équipe. Et on l'a vu dans un rôle qu'on l'avait jamais vu avant, quoi. Enfin, moi j'ai retrouvé un peu pendant ces playoffs le Paul George d'Indiana, clairement. Depuis Indiana, le joueur qui avait beaucoup la balle en main, qui était responsable de la création pour les autres. Un joueur très agressif au cercle, très agressif au scoring, qui arrivait aussi à manipuler la défense et qui arrivait aussi à pouvoir laisser ses coéquipiers briller en laissant la balle en main. Et bizarrement, j'ai l'impression que le fait de pas jouer avec Kawhi, ça l'a un peu libéré, ça lui a permis d'être lui-même et pas d'être juste le complément d'un autre joueur majeur, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Déjà, d'arriver à lui taper le Jazz dans les matchs 5 et 6 sans Kawhi, c'est énorme. Il fait des playoffs énormissimes, même Paul George. Il fait des playoffs énormissimes et je pense que c'est vraiment ce qui le sauve. Il avait fait une saison régulière, vraiment. Moi, je trouve que sa saison régulière a été bonne, mais en fait, ce qu'il a réussi à faire pendant ses playoffs et du moins les caps qu'il a réussi à passer, c'est plus ça qui le sauve que simplement quelques performances par-ci par-là en saison régulière. Ouais, mais est-ce que du coup, je vais un peu alors pas le descendre, ce serait un gros mot, mais une question à poser, c'est que si, comme tu dis, Paul George est libéré quand il est l'option 1, est-ce qu'on va pas se retrouver avec les mêmes limites que vient d'exposer Alan sur Jimmy Butler, ou en fait, si t'es obligé d'avoir Paul George en option 1 pour l'avoir en plein potentiel, tu vas où avec ça? C'est peu probable que tu te vois en finale de conférence ou en finale NBA. Je pense que Butler en option 2, c'est... Ouais, mais c'est là où rentre un peu le... C'est là où rentre un peu le joker scalabilité, tu vois. Vas-y, Tom, vas-y. Et du coup, on va reprendre. Alors, par rapport à Paul George, moi, j'ai juste classé... Je l'ai où, l'ami Paul George? Je l'ai 13e. PG-13, 13, forcément. C'était même pas voulu, ça. Et au shoot, c'est indécent. C'est complètement indécent ce qu'il a fait cette année. Et je me suis dit, il y a un moment... En fait, moi, mon DH20, je l'ai pas expliqué, mais cette année, je l'ai fait en gros tout au long de l'année et je l'ai bougé. Et à un moment, Paul George, il a quand même flirté avec la relégation. Et il y a des performances au shoot qui sont assez incroyables. Et du coup, moi, il est remonté dans ce que j'appelle le B+. Je l'ai pas encore expliqué, mais en gros, pour moi, c'est une seconde option qui, sur des séquences, peut être une première option. Et je trouve que Paul George a réhabilité ce statut-là pendant ses playoffs. En parlant de ça, on va finir par bébé Tatum pour terminer. C'est le 12e de notre classement. Tatum, moi, les gars, le contrôle
je devrais le résumer comme ça. J'ai vu des matchs de saison régulière où pendant un quart temps, tu vois, tel le serpent, il analyse la proie et alors il fait des troisièmes et des quatrièmes où tout y passe. Je suis impressionné par le contrôle du joueur. Lui, il a déjà, en plus de ça, alors c'était pas le même joueur, il avait pas le même statut, mais il a déjà des perfs en playoff où on a vu qu'il était capable. Et je trouve qu'offensivement, c'est un joueur qui dégage en termes de scoring une facilité qui est complètement anormale à son âge. Et en fait, il a un peu ce côté tueur silencieux il a pas les flamboyances d'un Murray, d'un Mitchell, d'un Trae Young, mais c'est carré. Je trouve que défensivement, en fait, sa morphologie, on la sous-estime, mais il a des épaules, c'est un truc de ouf. Donc, il s'est amélioré à ce niveau-là. Au niveau du playmaking, j'ai été très, très surpris. Je le trouve plus impliqué et je me demande si c'est pas un mal pour un bien le fait que du côté de Brad Stevens, on a décidé à part Dennis Schroeder, de pas mettre vraiment des playmakers où on va peut-être lui donner plus de responsabilités à ce niveau-là. Mais moi, il fait partie de ces joueurs, je l'ai 12e. Mais tout le long de la saison, je me suis dit, c'est lui manquer le respect de le mettre 12, mais devant, c'est tout simplement trop fort, quoi. Ouais. Là, c'est freestyle. Qui veut continuer? Alors que moi, j'adore Jason Tatum. Ouais, vas-y, Madiane. C'est vraiment un joueur agréable. Vraiment. Tu t'as pas envie de lui dire grand chose parce que c'est extrêmement bien ce qu'il fait et je trouve qu'en fait, à chaque fois, tu te dis, il est quand même fort et tout, cette année, il va pas repasser un cap, et il t'en repasse un autre et tu fais, oh. Et c'est quoi le prochain, Madiane, alors? Eh ben, moi, je pense que sur, les planètes ne s'alignent jamais à Boston. On en a un ici, bien placé pour le savoir. J'ai l'impression qu'ils sont maudits en ce moment, mais je me dis que ça peut être une équipe de run, en fait, cette équipe de Boston à un moment, et que lui peut être le clair leader de cette équipe de run, et que si jamais ça arrive, pour moi, il pourrait rentrer dans la catégorie qu'on a dit c'est des monstres au-dessus et il passera pas. Lui, je le vois bien faire ce switch de catégorie et même rentrer dans un top 10. Le mec, c'est sa 4e saison. C'est incroyable ce qu'il fait, la maturité qu'il dégage, la sérénité. C'est un vrai leader de cette équipe et c'est vraiment... c'est rafraîchissant en fait d'avoir un mec à cet âge-là, à ce niveau-là. Alors bon, il y a un autre taré au-dessus, qui pareil à des âges pas possibles est déjà le leader, mais vraiment, si à Boston ça se goupille bien et j'espère pour eux que ça se goupillera bien cette année parce qu'il y a de la place potentiellement pour des petits accidents et puis on se glisse entre les balles. Ils ont manqué l'opportunité de faire une finale NBA il y a 2 ans. Moi je dis que c'est à surveiller comme le lait sur le feu et si ça arrivait je serais pas étonné parce que Jason Tatum ils se font éliminer mais ils pouvaient rien faire, clairement ils pouvaient rien faire. Il aurait suffi que les blessures se déclenchent à ce moment-là et pas sur la série d'après. Et c'est peut-être pas la même mayonnaise. Il n'y a pas Brown sur la série, je tiens à le dire. Quand même. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Et en plus, c'est quoi? C'est à 10 matchs de la fin de la saison qui se blesse Brown. Enfin, vraiment, Boston est maudit. Et si ça se goupille bien, cette équipe de Boston fait peur parce qu'il y a un espèce de monstre à 2 têtes où les gars chaque année ils arrivent avec des nouveaux trucs et tu dis mais c'est quand que vous arrêtez de prendre du niveau les gars. Donc vraiment Boston à surveiller et Tatum moi je lui vois un grand potentiel. Il est un peu en dessous parce que forcément les résultats collectifs ont pas suivi mais la saison qu'il fait waouh. Adrien, je t'ai vu lever le doigt. Ça c'est très scolaire, j'aime. Vas-y. Ouais, non, mais c'est une petite chose que tu passais du prochain cran à passer la prochaine étape pour Tatum. Et tu l'as bien dit, là, on arrive, à la fin de cet épisode parce que, on arrive au cran où les mecs au-dessus, on arrive là, on est au-delà du monstre, quoi. On est dans la crème de la crème du basketball. Je faisais une comparaison serpent, là, on est sur le boa constrictor. Pour ceux qui regardent National Geographic, vous allez comprendre. Et c'est un peu ça. Donc ça va vraiment être, un gros challenge maintenant pour passer au-dessus, mais tu parlais du contrôle, c'est vrai qu'il progresse, moi c'est peut-être là où je l'attends encore un peu, c'est-à-dire que ça y est, maintenant on a compris, Tatum il a une palette offensive indécente, ok, tu peux mettre à peu près tous les shoots possibles au basketball, très bien, parfois, même si il y a certains tirs qu'il prend, même si il est en confiance, il sait qu'il peut les mettre, il y a des shoots plus lucides à prendre, ou peut-être à refuser à certains moments pour arriver dans la catégorie, dit voilà, parce que au-dessus, vous voyez bien les noms qu'on n'a pas encore cités, les scoreurs au-dessus qui sont à l'aile, Jalil Okafor à son poste.
non mais qui sont à l'aile à son poste. Là, bah c'est Kevin Durant, c'est LeBron James, c'est Kawhi Leonard. Donc là, on arrive dans le gratin du gratin. Donc là, on devient tatillon parce qu'il est déjà très très fort. Mais à ce niveau-là, si tu veux passer le cran d'au-dessus, va falloir être parfait pratiquement. Le cran d'au-dessus, je pense que c'est clairement en fait une aventure collective en fait. Dès l'instant où Boston sera en mesure de pouvoir aligner un run un peu à l'image de ce qu'ont fait les Suns cette année, je pense que notre vision de Tatum elle va encore un petit peu plus changer parce que c'est un mec qui a le jeu taillé pour des joutes d'importance en play-off. On l'a déjà vu même isolé dans son équipe de Boston, il a été en mesure d'en planter 50 contre les Nets et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que de son côté individuellement, il va devoir continuer à faire ce qu'il est en train de produire, mais on peut pas lui en demander plus. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que autour, on puisse peut-être lui ajouter la pièce manquante qui fera basculer Boston d'une catégorie d'équipe qui serait en mesure de venir titiller le Gotha de la ligue à une équipe qui vraiment va appartenir au contender et être au moins capable d'aller en finale. Et là du coup ça se passe plutôt dans les coulisses, ça va se passer dans les bureaux bostoniens pour pouvoir pourquoi pas aller chercher un joueur qui permettra à l'équipe de Boston d'élever son plancher, de permettre à Tatum et au reste des jeunes Celtics d'enfin donner leur plénitude collectivement. J'ai vu un rictus sur Alan tout au long de la séquence, il est très heureux. Pour terminer, Tom, je te donne le dernier mot sur Tatum. Simplement juste pour illustrer ce que tu disais de point de vue contrôle offensif. Jason Tatum, dans ses playoffs, ça a été, on voit vraiment qu'il est passé au stade supérieur au terme de scoring. Alors oui, c'est vrai qu'on l'attend beaucoup sur du playmaking. Alors il a perdu peut-être un peu de two-way effect. Après c'est peut-être lié aussi au Covid et au coffre nécessaire, mais d'un point de vue scoring, je pense que là on est vraiment dans le gratin, mais vraiment le gratin de la ligue sur tout ce qui est scoring individuel. Et juste une stat pour illustrer ça. Pendant ces playoffs, Tatum, c'est le seul joueur qui a pris plus de 8 isolations en moyenne par match. Il en avait 11. Il a fini avec 1.21 par possession sur isolation avec un tel volume et il est dans le 95e percentile. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui était totalement en contrôle et que dès qu'il avait besoin d'aller chercher un panier, de stopper l'hémorragie, c'était le patron, tu vois. Donc, et c'est quelque chose que, ce sont des capacités qui sont hyper intéressantes et hyper importantes à avoir en playoff. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, au-dessus de lui, aujourd'hui c'est trop haut en fait. C'est juste ça. Hein. En gros, c'est vraiment la réponse, elle est collective en fait. Meilleur. Voilà. C'est pas. En fait, si tu veux, c'est le meilleur joueur qui n'est pas une superstar. Eh ben, c'est la meilleure façon de conclure. Non, j'en ai encore une meilleure. Pour vous donner 1.21, j'avais donné la stat des arrières. 1.21 en isolation, il y en a 2 qui font mieux sur les playoffs. Il y a Harden à 1.24, qui avait une jambe en plus, et Lillard à 1.65. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est une vraie stat. Ouais. Ça, c'est pas une faute de frappe, ça. Hein, le mec. ça, elle est incroyable. Genre, le mec, il est en ISO, il marque 1.65 en moyenne. Bonne chance. Et vous allez le retrouver forcément, du coup, la semaine prochaine. Les gars, là, franchement, je balance mes fiches, là. Incroyable. Okay. Les fiches Bristol. Ok. Eh ben, les gars, c'était super. C'était très bien. Franchement, vous voyez déjà, là, on a encore 15 000 choses à dire, mais on est déjà largement plus d'une heure et demie, donc vous pouvez pas, on vous l'avait dit, on avait fait un petit peu quelques coupes. En tout cas, je vais répéter le classement avant de conclure. Trae Young se classe donc 20e, Kyrie Irving 19e, Bradley Beal 18e, 17e Donovan Mitchell, 16e Devin Booker, 15e Chris Paul, 14e Paul George, 13e Jimmy Butler, 12e Jason Tatum. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine et là on attaque le gratin. Ça a été dit, le gratin du gratin, selon Tom. Les serpents les plus venimeux. On se retrouve donc pour le top 11 du DH20. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas les pouces sur YouTube, les 5 étoiles sur Apple Podcast, les abonnements aussi sur Twitter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut les gars. Salut. À plus tard. Salut.